Bonjour, donc je vais vous présenter cette première conférence, un cycle de 3 conférences. La première, l'eau, ressources. Donc ici on va aborder la question de l'eau comme bien de consommation, oui, mais pas seulement. Donc tous les aspects de l'eau qui en font une ressource, qui en font un potentiel, quelque chose qu'on peut utiliser, et qui très malheureusement est très souvent assez invisible ou méconnu. Donc un des enjeux de cette conférence sera de voir ces aspects invisibles de l'eau, qui sont parfois liés à des questions techniques, à des questions économiques ou liées aux différents acteurs. Donc les acteurs sont très nombreux, j'en ai invité ici 3 que je vais vous présenter. Nous aurons donc Mathieu Souquier, directeur de stratégie d'Eau de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas Eau de Paris, c'est une régie publique de l'eau, c'est-à-dire qu'elle est passée en gestion complètement publique il y a 3 ans, mais bon, il vous en parlera mieux que moi. Nous aurons ensuite Marie Pire, paysagiste hydrologue, diplômée de Versailles, qui nous présentera l'eau dans sa relation au végétal. Et cette coup-ci, on s'éloigne un petit peu de l'eau comme bien, comme élément, pour arriver un peu à l'intégration dans le site ou à des questions comme ça. Et enfin, Édouard Sor, architecte et urbaniste, diplômé de Belleville, qui nous présentera des exemples de systèmes hydrauliques de gestion de l'eau en ville, donc dans différentes villes étrangères, et qui nous présentera donc principalement l'occupation du sol, comment on gère l'eau dans l'occupation du sol d'une ville. Voilà. Je laisse la parole à Mathieu Souquier. Je me mets où du coup? Je me mets debout là ou on s'en fout? Je vais juste mettre mon truc. Alors bonsoir. Rassurez-vous, j'ai pas de slide pour de vrai. Voilà, j'ai juste un schéma. Ça marche, on m'entend? Un petit schéma. Donc oui, Erwan disait en introduction. Donc on n'entend pas? Là, non? Non. Allô, allô? Ça marche ou pas du tout? Il y a moyen de monter ou pas? Et si ma voix porte comme ça, c'est mieux? Ok. Ça tombe mal, je suis malade. Et je vais faire un effort. Alors, donc je représente Eau de Paris, qui, comme Erwan l'a dit, est l'entreprise publique qui gère l'eau à Paris depuis 3-4 ans. Pendant plusieurs décennies, en fait, Paris était un territoire que se partageaient les grandes multinationales de l'eau. Vous savez qu'il y a 2 entreprises qui, dans le monde, dominent le marché de l'eau. Veolia et Suez, la lyonnaise, sont 2 entreprises françaises dont le triomphe date du 19e siècle. Ces 2 entreprises ont régné sur le marché français, européen et international de l'eau. Et puis, depuis quelques années, compte tenu d'un certain nombre d'excès qu'elles ont pu commettre, un certain nombre de défaillances qu'on a pu leur reprocher, il y a eu un mouvement en faveur de la gestion publique de l'eau. Et Bertrand Delanoë, qui est maire de Paris pour encore quelques jours, lorsqu'il a été candidat à sa réélection en 2008, a dit « Si je suis réélu maire, je mettrai fin au système de délégation de services publics avec la lyonnaise et avec Veolia, et je remplacerai en fait ces 2 entreprises privées dont la gestion ne me convient pas par une entreprise publique. » Delanoë a été réélu. J'essaye avec ça. C'est mieux ou pas? Ah, cool. C'est mieux pour de vrai? Ok. Donc Delanoë a été réélu en 2008 et il a tenu sa promesse. Il a mis fin au contrat qui liait la ville de Paris à Veolia et à la lyonnaise depuis 25 ans et il a créé une entreprise publique qui, depuis le 1er janvier 2010, en fait, gère l'eau à Paris. Alors, je récupère mes notes parce que j'ai des anti-sèches quand même. Ça va m'aider. Delanoë a dit 2 choses. Il a dit l'eau est un bien public. Donc en tant que représentant de la puissance publique, je considère que sa gestion doit être dégagée d'intérêts privés. Je n'ai rien contre les grandes entreprises privées, mais l'eau, la gestion de l'eau, doit être dégagée d'intérêts privés et en aucun cas ne servir à rémunérer des actionnaires privés. Et il a dit une deuxième chose, dans le même temps, je ferai la démonstration que la gestion publique est aussi performante que la gestion par des entreprises privées. Donc voilà pourquoi on a réorganisé le service. Alors on a réorganisé le service au plan de sa gestion, mais on a hérité au plan technique d'un service qui existe depuis en fait plusieurs siècles. Et je vous ai mis en fait un petit schéma, qui est le schéma d'alimentation de la capitale, schéma qui remonte en fait à l'époque d'Haussmann.
Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose de technique, d'abord parce que je ne suis pas un technicien, je suis ni ingénieur, ni urbaniste, ni architecte, etc. Et je vais d'ailleurs m'adresser à vous plus qu'en étudiant en architecture, ou je ne sais pas ce que vous faites dans la vie tous, mais en usager de l'eau, pour essayer de vous faire un peu de culture générale autour de ce que sont les enjeux de l'eau en fait aujourd'hui, pour ce qui est de l'alimentation, comme de l'alimentation d'une agglomération comme l'agglomération parisienne. Donc nous gérons l'eau à l'intérieur du périphérique, ce qui veut dire que nous alimentons en fait en eau quotidiennement 3 millions à 3 500 000 personnes. Les gens qui habitent à Paris, il y a 2 200 000 Parisiens, il y a les gens qui viennent travailler à Paris, et puis vous savez que Paris est la première ville touristique au monde, les touristes qui viennent. Donc tous les jours, il faut en fait qu'il y ait de l'eau qui coule pour 3 500 000 personnes. L'eau qu'on distribue tous les jours à Paris, en fait, elle vient d'assez loin. C'est pas le cas partout, mais on a un schéma très particulier à Paris. Si je vous ai montré ça, c'est parce que la moitié de l'eau qu'on consomme à Paris, c'est en fait de l'eau souterraine qu'on va capter à 150 ou 200 km. À l'ouest de Paris, jusqu'aux confins de l'Eure-et-Loire, en Normandie, et puis au sud-sud-est, jusqu'en Bourgogne. Et cette eau, par des aqueducs, qui sont eux aussi multiséculaires, elle arrive gravitairement jusqu'au centre de Paris. Et l'autre moitié de l'eau qu'on consomme à Paris, elle, c'est de l'eau de rivière qui est prélevée soit dans la Seine, soit dans la Marne. Ce qui veut dire que nous avons en fait un schéma assez exceptionnel à Paris qui repose sur une grande diversité de vecteurs d'alimentation. Ce qui veut dire que si un vecteur tombe en rade, une pollution, une attaque terroriste, que sais-je, une sécheresse, nous avons d'autres vecteurs que nous activons, ce qui fait que les Parisiens ne manquent jamais d'eau et n'ont jamais manqué d'eau. On est prêt finalement à faire face à quasiment toutes les crises. Et d'ailleurs, Paris, encore une fois, n'a jamais connu aucune crise. Ce schéma est extrêmement sécure. Le service est lui-même extrêmement performant. Il repose sur des usines de traitement, des usines de potabilisation, qui sont des outils industriels extrêmement sophistiqués, qui permettent de garantir une qualité d'eau à Paris qui est exemplaire, parmi les meilleurs au monde. Alors, deux, trois petits éléments par rapport à ça. Paris, en fait, dispose de 2 réseaux. C'est une spécificité unique au monde pour une ville de cette taille-là. Depuis l'époque d'Haussmann, le schéma que je vous montre là, il permet d'avoir dans Paris intramuros un réseau d'eau potable et en même temps un réseau d'eau non potable. Donc sachez, si vous habitez à Paris, que l'eau que vous voyez utilisée pour nettoyer les caniveaux, la voirie, arroser les espaces verts, etc., c'est de l'eau non potable. Ça coule de source, dirais-je, ou c'est presque du bon sens, mais en fait, dans toutes les autres villes, on nettoie les crottes de chien avec de l'eau potable. À Paris, on a 2 réseaux. C'est une spécificité technique unique au monde. Alors évidemment, ça coûte très cher, puisque du coup, le Parisien finance sur sa facture d'eau l'entretien de 2 réseaux. On a 2 fois 2000 km de canalisation qui se baladent dans le sous-sol parisien. Le service public de l'eau est finalement un des seuls services publics qui soit totalement essentiel, il est vital. Tout le monde a besoin en fait d'eau du robinet pour survivre. Vous pouvez vous passer de coca, de frites pendant plusieurs jours. L'eau, vous pouvez pas. Enfin, vous pouvez faire l'expérience, mais au bout de 5 jours, statistiquement, vous mourrez. C'est une expérience assez fatale. C'est un service public qui est vital et en même temps c'est un service public qui est totalement invisible à Paris. Moi, avant de travailler à Haute-Paris, honnêtement, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment de l'eau arrivait au robinet quand je tournais le robinet dans ma salle de bain. Et en fait, ce service public, personne n'en a conscience parce qu'il est totalement invisible. Ça tient à ce que je vous disais sur le fait que les sources auxquelles nous puisons de l'eau, en fait, sont très éloignées de Paris. Alors, les banlieusards, les franciliens, voient nos aqueducs traverser leur territoire. Mais nous, évidemment, nous ne les voyons pas. Nos usines extrêmement modernes, extrêmement sophistiquées dont je vous parlais, elles sont elles-mêmes situées en banlieue. Donc les banlieusards les voient, mais nous, Parisiens, nous ne les voyons pas. Et puis ensuite, l'eau est donc acheminée à travers des galeries souterraines, galeries d'égouts. Là encore, c'est une spécificité parisienne. Notre réseau d'égouts souterrains est visitable, ce qui permet d'entretenir de façon extrêmement facile et efficace notre réseau. Dès qu'on voit une fuite, on l'identifie, on la localise et on la répare. Donc on a du coup sur notre réseau un taux de rendement parmi là aussi les plus élevés au monde. 93% de taux de rendement, 7% de fuite, c'est presque rien. La moyenne nationale en France est de 80%. Donc on a des canalisations souterraines, et puis si je me place du côté de l'usager, l'usager reçoit une facture EDF, une facture GDF, etc., mais ne reçoit jamais à Paris une facture d'eau de Paris. En fait, ce sont les syndics de copropriété qui reçoivent des factures, et votre facture d'eau, elle est fondue en fait dans les charges de votre immeuble. Donc personne en fait ne nous voit. Nous sommes un service public totalement invisible. Ce qui veut dire que quand on demande en fait aux Parisiens quelles questions ou quels enjeux ou ce que leur évoque en fait le service public d'eau, ils ne savent absolument rien.
On dit c'est un sujet, vous en pensez quelque chose. Ils n'en pensent absolument rien. On pourrait même se demander du coup pourquoi Bertrand Delanoë en a fait un sujet politique, alors même qu'il n'y avait aucune demande des citoyens autour de ce sujet-là. Quand on les titille un petit peu, on leur dit mais si quand même l'eau c'est important, bien vital, etc. Vous pouvez pas vous dire que vous ne vous intéressez pas à ce sujet. Il y a 2 sujets qui remontent en haut de pile. Il y a le goût. Les gens associent évidemment l'eau du robinet à l'eau de boisson. Les gens considèrent que l'eau du robinet c'est de l'eau de boisson. Et ayez en tête qu'en réalité l'eau de boisson, c'est-à-dire celle qu'on ingère réellement pour s'alimenter, c'est 1% de l'eau qu'on consomme au quotidien. L'essentiel de l'eau qu'on consomme au quotidien, même dans ses usages domestiques, c'est la chasse d'eau qu'on tire, l'eau dans laquelle on fait cuire les pâtes, l'eau du bain, l'eau de la douche, etc., etc. Si on a un jardin, alors à Paris c'est un peu plus rare, mais c'est le jardin qu'on arrose, c'est la voiture qu'on lave, etc. L'eau de boisson, à laquelle encore une fois on associe l'eau du robinet, c'est 1% de la consommation totale. Donc quand on interroge les gens sur l'eau du robinet, ils pensent immédiatement eau de boisson et disent ah si, elle a un petit goût. Donc à Paris, en fait, quand on fait des enquêtes de satisfaction, ce que les gens reprochent à l'eau de Paris, c'est d'avoir parfois un goût de chlore. Alors c'est vrai, elle est chlorée, mais elle est en fait très peu chlorée. Et quand on fait ensuite des enquêtes et des expérimentations de dégustation, on s'amuse, on a un panel de goûteurs d'eau, on fait des dégustations à l'aveugle. Gustativement, notre eau, l'eau du robinet, l'eau de Paris est étalonnée sur l'eau d'Évian. Donc on leur fait en fait une dégustation à l'aveugle avec un verre d'Évian et puis un verre d'eau de Paris, et 1 sur 2 en fait se plante. Voilà. Donc les gens trouvent qu'elle a un petit goût, qu'elle a un goût de chlore, puis dès que vous poussez un peu le truc, puis on leur demande il y a d'autres problèmes ou pas, ils disent ouais elle est trop chère, tout est trop cher. Ras-le-bol fiscal, tout ça, les gens trouvent qu'ils payent trop cher tout, donc l'eau du robinet elle est trop chère. Et quand vous leur dites ok combien ça coûte, la moitié c'est plus du tout, et l'autre moitié qui ose répondre dit absolument n'importe quoi. J'ai fait le test d'ailleurs, j'intervenais comme ça devant les cadres de RDF, il y avait 500 personnes dans la salle, donc des gens qui travaillent à ERDF, qui sont déjà un peu dans l'industrie de réseau, qui connaissent ces trucs-là, etc. Ils se sont tous totalement bananés en fait. Ils étaient tous 10 fois au-dessus du vrai prix de l'eau. Donc du coup je vous le dis à vous, le prix de l'eau à Paris c'est 1 € du mètre cube. Je vous parle d'eau potable, je connais pas l'assainissement. Donc je vous parle d'eau de Paris et je vous parle uniquement d'eau potable. L'eau à Paris, 1 mètre cube coûte 1 €. La consommation moyenne d'un foyer parisien, c'est 100 mètres cubes. Donc la facture d'eau potable d'un foyer parisien moyen, c'est 100 €. Si vous ajoutez le coût de l'assainissement et les taxes qui s'appliquent à ce service, ça coûte 300 €. Donc l'accès à ce service ultra performant, qui permet quand même de disposer d'une eau d'excellente qualité et d'un bien vital, coûte l'équivalent de 1 € par jour pour une famille parisienne. 1 € par jour, l'équivalent d'une baguette de pain. Donc c'est un service public qui, objectivement, et c'est pas parce que je m'occupe de com à Haute-Paris, objectivement est très peu coûteux par rapport à tous les autres grands services urbains. Autre élément tout à fait important, puisque je vous parle de consommation des ménages, la consommation d'eau, elle baisse. La plupart des gens, en fait, ne le savent pas, mais ça fait 30 ans que la consommation d'eau baisse. Elle baisse à Paris, elle baisse en province, elle baisse à l'étranger. Elle baisse absolument partout. Alors d'abord parce que l'usage qu'on fait d'eau pour tout ce qui est activité économique, industrielle en particulier, a beaucoup baissé. Les industries elles-mêmes, fortement consommatrices d'eau, ont soit disparu, soit revu leur process industriel pour consommer moins d'énergie et moins d'eau qu'avant. Parce que, évidemment, quand on est un gros consommateur ou d'énergie ou d'eau, ça a un coût très important. Donc pour réduire leurs coûts, optimiser leur process de fabrication, les grosses industries ont de moins en moins besoin d'eau. Puis à Paris, il faut être honnête, les grosses industries fortement consommatrices d'eau, elles ont disparu, elles sont parties. C'est ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie, vous le savez. Les services ont remplacé évidemment les industries. Et donc cette consommation d'eau-là, elle a pour partie disparu ou très fortement diminué. Et puis même dans les usages quotidiens qu'on fait de l'eau, les usages domestiques, puisque à Paris 80% en fait des usages d'eau sont des usages domestiques, l'évolution en fait de la vie, de la sociologie des familles, etc., fait que la consommation d'eau baisse. Quand vous faites un lave-vaisselle, vous faites tourner le lave-vaisselle consomme moins d'eau que si vous faites la vaisselle à la main. Bon, en général, on se dit le contraire, mais en fait, c'est vrai. Et puis, si vous changez votre lave-vaisselle, le nouveau modèle consomme beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de flotte que le précédent. Idem sur le lave-linge, idem sur plein de choses. Ce qui fait que la consommation d'eau, depuis 30 ans, à Paris et en France, elle baisse de 2% par an. Elle baisse de 2% par an. C'est tout à fait énorme, c'est tout à fait important. Au plan environnemental, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la pression sur la ressource, elle baisse de 2% par an. Pour un opérateur d'eau, qu'il soit public ou privé, c'est en revanche une nouvelle
assez complexe à gérer parce que nos recettes à nous, elles sont directement indexées sur les ventes d'eau que nous faisons. La facture que nous envoyons tous les trimestres au syndic de copropriété, elle facture tant de mètres cubes consommés et donc tant d'euros. Je vous ai dit que la consommation moyenne, elle était de 100 mètres cubes pour une famille. Elle était donc de 130 mètres cubes il y a quelques années. Et en réalité, la pente devrait se poursuivre. Et on considère que l'étiage devrait être quelque part autour de 60 à 70 mètres cubes. Il y a beaucoup de villes de province aujourd'hui, beaucoup de villes à l'étranger où on est déjà autour de 60-70 mètres cubes. Les Allemands qui ont de l'avance sur nous, à Berlin par exemple, consomment en moyenne 60 mètres cubes. Ça veut dire que les consommations d'eau vont continuer à baisser. Et ça veut dire que les recettes qui permettent de financer le service baisse évidemment en parallèle. Alors si je vous dis ça, c'est parce que c'est un enjeu tout à fait important, que cet enjeu du financement à terme des services d'eau, produire et distribuer de l'eau rapporte de moins en moins d'argent. En revanche, produire et distribuer de l'eau coûte de plus en plus cher, parce que les normes sanitaires ont drastiquement évolué, parce que les normes environnementales elles-mêmes ont drastiquement évolué. On peut considérer que c'est évidemment une bonne nouvelle. Ça permet encore une fois de garantir que la qualité de l'eau est irréprochable. L'eau est l'aliment le plus contrôlé qui soit. Ayez en tête que l'eau est l'aliment le plus contrôlé qui soit, mais que seulement 1% de l'eau consommée est en réalité un aliment. Mais ça coûte de plus en plus cher. Et donc tous les opérateurs d'eau, qu'ils soient publics ou privés, butent sur ce qu'on appelle un effet ciseau, des charges qui explosent et des recettes qui diminuent continuellement. Il faudra se poser la question à terme de savoir comment on peut financer un service public d'eau sans faire flamber la facture des usagers de l'eau. Voilà, ça c'est un point important. Et puis une petite chose, et puis ensuite je céderai la parole au suivant pour respecter le timing, et on pourra y revenir dans les échanges qu'on aura ensuite. Qu'est-ce qui justifie en fait, qu'est-ce qui pourrait justifier, 4 ans après la reprise en gestion publique, la réforme que Delanoë a voulu et le remplacement d'opérateurs privés par un opérateur public? Qu'est-ce qui distingue en fait un opérateur public d'un opérateur privé dans la gestion de l'eau? Ça permettra de rebondir tout à l'heure à travers les questions. C'est en fait 2 enjeux majeurs: la préservation de la ressource et la protection de la ressource. La préservation de la ressource, c'est ce que je vous disais sur la baisse des consommations. Les consommations baissent de 2% par an. Nous considérons que c'est une excellente nouvelle, en dépit des difficultés que ça nous pose au plan économique, et que non seulement c'est une bonne nouvelle, mais que nous voulons encourager, voire même accélérer en fait la tendance. L'objectif que nous nous donnons en tant qu'opérateur public, qui tente de contribuer d'une certaine manière à l'intérêt général, c'est de faire en sorte que les consommations d'eau baissent au minimum. Au minimum. Et puis deuxième chose, élément tout à fait important, c'est la protection de la ressource. Un opérateur privé cherche à maximiser ses recettes. Un opérateur privé n'a aucune raison de prendre comme une bonne nouvelle le fait que les consommations d'eau baissent et que donc ses recettes baissent. Un opérateur public ne raisonne pas comme ça. Deuxième élément, la protection de la ressource. Je vous ai dit que la moitié des eaux consommées à Paris étaient d'origine souterraine. C'est pas un hasard, c'est parce qu'à l'époque où Haussmann, avec son ingénieur Belgrand, ont constitué ce schéma, cette eau souterraine était naturellement potable. Elle était évidemment d'excellente qualité. Il y a 50 ans encore, elle était d'excellente qualité, elle ne nécessitait aucun traitement. 50 années de politique agricole commune sont passées par là. Je vous parle de régions, alors en particulier là, on est quand même dans les terres de la Beauce, avec une agriculture extensive, de grands céréaliers qui utilisent beaucoup de produits. Aujourd'hui, en fait, cette eau souterraine, qui était naturellement potable il y a encore 30 ou 40 ans, elle est dans un tel état, la ressource naturelle est dans un tel état que les usines de traitement que nous avons installées sur ces sources souterraines rendent le coût du mètre cube d'eau souterraine aujourd'hui plus coûteux, plus élevé que le coût du mètre cube d'eau de rivière. Quand on voit l'eau de la Seine, on se dit que pour la potabiliser, il va quand même falloir qu'elle passe à travers un certain nombre de process un peu complexes. Et c'est vrai. Aujourd'hui, l'eau souterraine, naturellement potable il y a 30 ans, elle doit aussi faire l'objet de traitements qui font que son coût de revient est plus élevé que l'eau de rivière. Nous payons aujourd'hui, évidemment, au plan environnemental, et c'est la facture de l'usager de l'eau qui permet de le financer, les conséquences de pratiques agricoles qui, à l'époque, évidemment, avaient pour seul objectif une productivité maximale. Mais évidemment, en termes environnementaux, nous le payons aujourd'hui. Donc nous, en tant qu'opérateurs publics aujourd'hui, nous finançons, de façon très importante, énormément d'actions en matière de protection de la ressource.
J'y reviendrai, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que les taches vertes, par exemple, ce sont effectivement des hectares que nous achetons, dès qu'une opportunité se présente. Nous sommes un énorme propriétaire foncier en Île-de-France pour installer en fait autour de nos aires d'alimentation de captage des exploitations agricoles qui soient respectueuses de l'environnement, pour faire en sorte que toutes les usines de traitement que nous avons financées au cours des années 90 et 2000, demain, soient, si possible, inutiles. En tout cas, en termes de préservation et de protection de la ressource, nous avons évidemment des enjeux tout à fait importants qui nous semblent parfaitement distinctifs de ce qu'est une gestion publique par rapport à une gestion privée. Je m'arrête là. Ça va? Je cède la parole. Bonjour, je prends le relais, je lance ma présentation. Voilà. Donc, je m'appelle Marie-Pierre, je suis paysagiste et je travaille sur l'eau en ville depuis une douzaine d'années. D'abord au sein d'une entreprise d'urbanisme qui intégrait des ingénieurs en hydrologie, dans laquelle on apprenait à faire du projet de ville avec l'eau. Et maintenant, à mon nom propre, plutôt sous terme de recherche. Je vais montrer le rôle du végétal, effectivement, mais je vais montrer surtout l'eau comme étant l'élément fondamental de fertilisation de la ville. En réalité, la ville, les paysages, le monde peut être fertile uniquement grâce à l'eau. J'ai toute une partie introductive que je vais passer assez vite, qu'on pourra regarder ensuite éventuellement pendant la partie débat, parce que le temps de parole est assez court. Et on m'a dit qu'il fallait que je fasse très attention à ça. Alors, je vais faire attention. Juste pour dire, les océans représentent 40 fois le volume des eaux continentales. Et sur ces eaux continentales, un quart seulement est disponible pour l'usage humain. L'essentiel est contenu dans les nappes souterraines, les rivières et les nappes, comme ce qui alimente la ville de Paris. Et il y a quand même 7 milliards d'individus qui sont sur cette planète et qui consomment toute cette eau, mais la majeure partie est consommée par l'agriculture. Il y a une sorte d'effet ciseau aussi à ce moment-là, puisque l'agriculture doit, en théorie, augmenter et risque de consommer plus d'eau dans les prochaines décennies pour nourrir la population mondiale, et alors que la ressource elle-même ne va pas augmenter. Donc il y a certainement un besoin de diminuer le prélèvement. C'est devenu, dans certains coins du monde, c'est devenu un sujet de guerre, en fait. On parle souvent de la guerre de l'eau, de la bataille de l'eau, et ce n'est que le début, je pense. Même si, effectivement, à Paris, on n'est pas tellement concerné, et globalement, dans tous les pays qui ont une pluviométrie, je dirais à peu près supérieure à 500 mm par an. Voilà, vous voyez dans les parties tropicales du monde, puisqu'en fait il y a une énorme inégalité évidemment par rapport à la ressource en eau qui est liée à la pluviométrie. C'est forcément la pluie qui alimente les nappes, alimente les rivières et nous alimente nous évidemment. Donc on voit dans toute la zone tropicale une forte pluviométrie dans les 2000-1500 mm par an. En France, on est dans une situation tout à fait confortable où on a un peu plus de 800-900 mm par an. Et dans les secteurs arides, comme cela, on est en dessous de 100 mm par an, ce qui est très faible et même pas détaillé dans la légende puisqu'il rassemble entre 0 et 300 mm. Souvent, 300 mm, c'est un seuil assez important. Et qu'est-ce que ça veut dire un millimètre de pluie? C'est 1 litre d'eau par mètre carré. Donc, après, on peut faire des calculs comme ça, mais donc vous pouvez voir, quand il tombe 867 mm, il tombe 867 litres d'eau par mètre carré en France. Enfin, en moyenne, évidemment. Je vais passer un peu tout ça. Alors moi, j'ai pas pris 300 mm, j'ai pris 500 mm de pluie comme étant une limite entre deux types de pays, de villes.
Et donc je vais développer 2 exemples. Un exemple en Occident avec une pluviométrie supérieure à 500 et un autre en Orient. Alors une petite photo aérienne prise comme ça à la volée sur Google Maps où en fait on voit un bout de France, là c'est vert orangé au hasard, c'est globalement vert et un peu gris. Donc vert c'est les cultures et les forêts et gris c'est les villes. J'ai regardé l'état des nappes recensé par le BRGM qui est le Bureau des recherches géologiques et minières. En 2014, leur état, la quantité est assez bonne. Elles sont en pleine recharge hivernale. Donc, si ça continue un petit peu à pleuvoir, on ne devrait pas manquer d'eau cette année en France. Voilà une approche géomorphologique. On voit une coupe intrinsèque tout à fait type avec une colline, un plateau, enfin un coteau, un plateau et un cours d'eau. Globalement, pour schématiser, les forêts sont situées en piémont des monts, ou sur les monts aussi, les parties agricoles dans les coteaux et les villes souvent le long des rivières. Pour continuer le profil en parlant d'hydrogéologie maintenant, les couches, l'eau est donc majoritairement disponible dans les nappes phréatiques, qui sont ici, et qui sont des couches géologiques contenues, qui sont soutenues par une couche géologique imperméable et alimentée par une couche perméable. Voilà une image du cycle. Alors, je ne sais pas, oui, on voit bien. Très rapidement, à nouveau, voilà, il pleut, donc c'est la ressource première, la précipitation. Il y a pas mal de ruissellement dans les parties imperméables. Les forêts sont un superbe draineur et tampon puisqu'elles permettent d'infiltrer l'eau. C'est elles qui rechargent énormément les nappes. C'est grâce à elles si on a de l'eau disponible pour pomper pour Paris et toutes les autres installations humaines. Et elles redonnent aussi de l'eau par évapotranspiration. Les secteurs agricoles aussi, complètement, avec une très grande variabilité selon le type d'agriculture, c'est-à-dire si on a des haies bocagères ou pas, on a plus ou moins d'infiltration. Une grande agriculture comme la Beauce infiltre très peu en réalité. Il y a beaucoup de ruissellement. Les villes, quant à elles, sont extrêmement imperméabilisées. Entre les façades, les rues, les différentes infrastructures, il y a assez peu d'interstices pour que l'eau s'infiltre, d'où cette toute petite flèche bleue. Et donc, il y a un très fort ruissellement urbain. Hop, il y a encore une diapo après. Alors, voilà maintenant, c'était aussi évoqué par Mathieu Souquier, l'agriculture génère une très forte pollution. L'eau s'infiltre, mais elle ne s'infiltre pas toute seule. Elle entraîne avec elle ce qui a été déposé sur le sol, les insecticides, les engrais, etc. Et elle va magnifiquement polluer les nappes. La ville aussi pollue les nappes, mais la ville et l'industrie, mais beaucoup moins que l'agriculture. En fait, l'agriculture est le premier pollueur. Tout ça se retrouve bien sûr dans les nappes et dans les rivières. Donc on se retrouve avec, dans ce schéma-là, quelque chose qui comporte des risques. Le premier risque, c'est un manque de recharge des nappes. C'est-à-dire qu'il faut garder pas mal de zones d'infiltration pour pouvoir recharger les nappes. Donc, que ce soit bien sûr à la campagne, je parlais de bocagères, mais il y a aussi ce phénomène-là en ville. Un risque important, c'est la pollution de l'eau. Et donc, comme le fait Haute-Paris qui encourage une agriculture respectueuse de l'environnement, voilà, il y a certainement des pratiques à mettre en place pour conserver la qualité de l'eau, ce qui est quand même fondamental. Et enfin, le ruissellement. Le ruissellement, c'est... alors, je ne vais pas empiéter sur la conférence de la semaine prochaine qui est sur le risque, puisque dans le risque, forcément, le ruissellement sera abordé, puisque le ruissellement, c'est ce qui génère les inondations. En réalité, la ville est tellement dure, tellement imperméable, qu'elle ne permet pas à l'eau de s'infiltrer, et l'eau se concentre dans les points bas avec des très gros débits. C'est ce qui a provoqué d'énormes inondations que vous avez pu voir dans les journaux télévisés et autres documentaires. Il y a, en
92, il y a donc un peu plus de 20 ans, l'État a légiféré justement sur l'eau. Voilà, première loi sur l'eau, 1992, à la base pour prévenir les inondations. Ensuite, il y a eu les aspects de dépollution et d'infiltration des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'on est encouragé à infiltrer des eaux de bonne qualité afin de recharger la nappe en eau propre. Et la protection des secteurs du pompage. Donc, il y a un truc qui est super intéressant, c'est de voir qu'on est passé du risque à la ressource. Donc ça, c'est la solution réglementaire. En tant que paysagiste, l'eau est une ressource très importante. Quand on fait des projets urbains, que ce soit des nouveaux quartiers ou des choses comme ça, c'est important de pouvoir ancrer les quartiers dans leur site, dans leur géographie, et donc de se calquer sur la trame hydrologique, de pouvoir s'ancrer. Et l'eau, là, est une ressource de cohérence, est une ressource d'inscription de la ville dans son site. Elle est évidemment fondamentale pour permettre la vie des végétaux, des écosystèmes, donc de l'agriculture, des espaces verts, etc. Et donc, c'est la base de ce que j'appelle la fertilité urbaine, et c'est elle aussi qui permet une qualité de vie, une qualité de l'air, et tout ce qu'on appelle aussi les effets bioclimatiques, c'est-à-dire que l'eau permet aux arbres de pousser, et les arbres permettent à l'air d'être plus frais et plus pur. Tout ça nous permet de vivre en ville, en réalité. C'est l'eau qui nous permet de vivre en ville. Alors, je vais illustrer tout de suite par un exemple d'un parc à Aulnay-sous-Bois, dans Seine-Saint-Denis. C'est un petit parc d'1 hectare, constitué d'une forêt préexistante, la forêt vestige de Bondy, avec des chênes centenaires. Et ici, vous voyez un grand bassin minéral, béton, qui est un bassin en creux, qui sert à la base à décharger le réseau. C'est-à-dire que c'est un bassin d'orage, tout simplement. En fait, ce bassin récupère les eaux d'un bassin versant assez grand, de voirie. Et c'est-à-dire que quand il pleut trop fort, pour les pluies trop fortes, les réseaux sont saturés. Je vous disais tout à l'heure que la ville était très grande et très imperméable. Et du coup, les réseaux sont saturés. On est déjà sur des très grands réseaux d'évacuation des eaux pluviales. On ne peut pas continuer, on ne va pas faire des réseaux de 5 mètres de diamètre. Enfin, donc, il faut s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est à la ville de temporiser un petit peu. Donc voilà ce qui a été créé. Ça date de 1985. On voit un bassin en béton avec des gradins. C'était à l'époque un exemple de ce qu'on appelle technique alternative, c'est-à-dire alternative au tout réseau. C'est une partie de l'eau arrivée à ciel ouvert ici, dans cet amphithéâtre de verdure. Au fur et à mesure du temps, les gens s'en sont plus tellement servis parce que peut-être ça n'avait pas été bien nettoyé ou peut-être on ne savait pas qu'on pouvait l'utiliser parce qu'avant c'était les écoles, mais si le directeur a changé, il ne savait pas si on pouvait y retourner. Enfin bref, ils ont clôturé ce secteur-là, donc qui est sorti de l'espace du parc, qui est devenu un trou en réalité. Et donc ça a été réalisé par le projet initialement a été réalisé par le service assainissement. Le service espace vert s'est dit, on a un parc, on a un trou dans ce parc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer ça? Comment on pourrait garder la fonction d'inondation, mais en ayant un espace public? Donc, à l'époque, la structure dans laquelle je travaillais, composante urbaine, on a répondu à ce projet, on a été pris, et donc on a proposé un projet où, alors, désolé pour la qualité de l'image de gauche, où on remplace le bassin préexistant par un ensemble qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qui s'étire et qui développe différents écosystèmes. C'est-à-dire, plutôt que de n'être qu'un seul espace, il en est 3. Il y a une petite mare, il y a une partie de roselière, donc plantée de roseaux, et une partie plantée de saules, une saulaie, que vous voyez ici. Donc en fait, on s'est servi du besoin de stockage pour créer une série d'ambiances, une série de lieux. Voilà le premier bassin, vous voyez, il est encaissé. Voici le projet qu'on a réalisé, donc il est plus large et il est beaucoup moins encaissé. Et qu'est-ce qui se passe ? Non. Ah. Et donc dans ce système, voilà, donc vous voyez la mare, la roselière et la saulaie. C'est un système qui se remplit progressivement avec la pluie, comme vous pouvez le voir un petit peu sur ces photos ici.
je vais passer ça, et qui présente plusieurs caractéristiques. La roselière sert à dépolluer l'eau. Donc là, de la même façon, on est passé du risque à la ressource. C'est-à-dire qu'on a dit, OK, il y a un besoin de stockage de 2000 m3. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec cette eau? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus intéressant que juste la stocker de temps en temps? Parce qu'elle est là 1, 2 ou 3 fois par an, pas plus. Elle est là de façon rare, éphémère. Donc on s'est dit, on va plutôt créer des espaces qui vivent avec elle. Donc on a créé d'abord un premier système de dépollution qui est un filtre planté. Donc c'est une sorte de filtre à sable planté avec des phragmites, des iris, des joncs. Et voilà. Donc on voit comment l'eau déjà ici, ne serait-ce que par sa dépollution, a déjà créé un écosystème, a déjà créé un lieu qui participe à la qualité de vie. Voilà là, pardon. Voilà le, hop là. Voilà tout le cortège végétal qui s'échelonne sur notre projet. Donc des endroits plutôt un peu berges, aux endroits en eau, à la partie uniquement plantée de saules, par exemple. On voit donc l'intérêt de faire cette dépollution en premier, c'est de pouvoir réinfiltrer l'eau. En fait, le bassin existant, tac. Ici, c'est une dalle béton. En dessous, il y a la nappe phréatique qui est là. Elle est tout près, elle est là. C'est pas pour rien que l'endroit s'appelle Aulnay-sous-Bois. Aulnay, c'est quand on plante des zones, et les zones, ça vit les pieds dans l'eau. Donc, voilà. Et donc, pour éviter que le bassin sorte de l'eau, que la partie béton sorte de l'eau, ici, il y a des drains qui drainent la nappe. Donc, en gros, on a la nappe qui est juste ici, elle est drainée et elle repart au réseau. Nous, on se dit, OK, on ne va pas faire ça comme ça, on va laisser l'eau s'infiltrer. Mais on a le droit de laisser l'eau s'infiltrer uniquement si elle a été dépolluée. On ne peut pas l'infiltrer directement dans la nappe. Il faut qu'il y ait au minimum 1 mètre de circulation avant. Donc finalement, on le fait ici, ce mètre de circulation. Et après, elle peut s'infiltrer. Et du coup, ici, on se retrouve avec toute une vie qui est en train de se faire, qu'on n'avait pas spécialement prévue. Mais finalement, c'est devenu la zone humide, elle est plutôt ici, naturellement. Et c'est un endroit qui est très frais, où il y a de l'eau, on peut marcher dedans. Et c'est ici, particulièrement. Et il commence à pousser plein de choses, plein de petits saules, des zones, plein de plantes aquatiques. Il y a des petits insectes, des grenouilles. Enfin bref, c'est en train de devenir un lieu très vivant du fait seulement d'avoir cassé la dalle en fait. Voilà, ça c'est pour montrer où sera la partie de dépollution. Là, ce sera la partie de dépollution, c'est le sable pour dépolluer. L'eau arrive ici, c'est-à-dire qu'elle passe d'un système où elle est invisible, elle est dans les réseaux, à un système où elle arrive visible, ici, dans le grand caniveau central. Hop là. L'eau arrive par ce réseau-là, elle est dispersée ici, elle s'infiltre, et s'il y a beaucoup d'eau, elle déborde et elle va dans la Soleil, qui est à gauche ici. Voilà, la Soleil qui est ici. Donc, vous voyez, on retrouve de la terre, on retrouve un sol. Et c'est ça, quand je parlais tout à l'heure de villes fertiles, je parlais de villes poreuses, de villes éponges, c'est aussi qu'il y a un sol, qu'il y a de l'épaisseur, qu'il peut se passer des choses. Et il suffit qu'il y ait un sol pour qu'on n'a rien planté. C'est déjà vivant, en fait. C'est déjà là. Ça, c'est planté, évidemment. Par rapport à la ressource, tout à l'heure j'ai passé une diapo un petit peu vite, c'était comment on va alimenter la mare, puisque normalement une mare ça récupère un grand bassin versant, ça récupère des grandes surfaces. Là, elle est un petit peu, elle est artificielle, donc elle est coupée de sa ressource initiale. Donc on a dit ok, on va récupérer les eaux des toitures. Donc les eaux des toitures, plutôt que d'arriver dans un réseau et de partir à l'égout, elles arrivent dans un caniveau qui va être planté. Alors là, il n'est pas planté, c'est juste ça a poussé comme ça, mais c'est pour vous pouvez comprendre l'idée. En gros, ça arrive dans un système, une sorte de canalisation qui est plantée et qui emmène l'eau jusqu'à la mare qui est ici. Voilà, on voit la terre, là, c'est pas encore planté. Et on a refait un petit système de dépollution avant, en disant peut-être qu'il y aurait de la terre dans l'eau et on voulait pas mettre de la terre dans la mare. Donc on a refait un système de dépollution, ce qui a donc avec une filtration par gros cailloux et puis par sable ensuite, ce qui a aussi pour but évidemment d'illustrer la question de l'eau. On voit bien la gouttière qui arrive dans le caniveau et on voit bien que le caniveau arrive dans la mare.
Ici, c'est la maison de l'environnement. Ça nous paraissait important de développer un discours autour de la qualité. Alors voilà l'espace vu d'un autre point de vue. Voilà, comme ça c'est juste le premier été. Ça c'est pendant les travaux, on voit l'eau dans la mare. Et on a développé donc un espace beaucoup plus vaste. Et ça c'est les photos de l'automne dernier. Donc 4 ans après, vous voyez, ça a bien poussé partout. Là, les tifas, tout a beaucoup poussé, il y a beaucoup d'eau. C'est très touffu. Ici, il y a les insectes. Voilà. Donc ici, l'approche végétale est importante, mais c'est surtout le fait que l'eau nous a permis de développer tout un quartier en réalité. C'est-à-dire que le parc est redevenu un lieu fonctionnel, circulé. Ils ont regagné la moitié du parc pratiquement. Avant, c'était pas utilisé, maintenant c'est utilisé. Voilà. L'eau n'est plus dans ce système, elle n'est plus un danger, elle est devenue visible et elle est devenue une ressource pour le coup. On rejette beaucoup moins d'eau au réseau dans ce système-là que ce qu'il y avait dans le projet d'avant, puisqu'on permet une réinfiltration dans les nappes. Comme je disais tout à l'heure, la nappe, en France, c'est le réservoir commun, c'est là où doit aller l'eau, où elle doit s'infiltrer. C'est intéressant de pouvoir des fois, par exemple dans les jardins familiaux, garder l'eau, on a une cuve et il y a l'eau de pluie qui arrive dans la cuve et on peut arroser ses légumes avec, c'est très bien. Parce que souvent les réseaux ne vont pas jusqu'aux jardins familiaux, par exemple. Mais plutôt, enfin, c'est une démarche intéressante, hein, le recyclage de l'eau à la parcelle, etc. Mais le recyclage à l'échelle France, à l'échelle pays, territoire, elle est beaucoup plus importante. L'infiltration est beaucoup plus importante. C'est les 15 minutes ou les 20 minutes que j'atteins? Les 20. Bon, je prends 5 minutes pour parler de l'Orient. Allez. Donc ça, c'est pas l'Orient. Voilà. Alors la même photo aérienne prise presque au hasard, donc là c'est beaucoup moins vert, c'est très beige et un petit peu de vert. Le vert c'est essentiellement de la forêt et de la culture. Alors voilà, comme je venais de dire, en Occident l'enjeu c'est la qualité de l'eau de nappe et puis la qualité de vie. En Orient c'est beaucoup plus, enfin en Orient, je dis Orient mais c'est tous les pays qui manquent d'eau, on va dire. En Orient c'est beaucoup plus la disponibilité en eau et les problèmes de désertification. Bien sûr l'accès à l'eau. Ce sont souvent des terres très fertiles, pour peu qu'elles soient irriguées, par exemple. Ici, voilà. C'est pas désertique parce que la terre ne peut pas faire pousser des végétaux. C'est désertique parce qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, je reprends une même coupe. Donc là, c'est directement voilà, bref. Donc on a le même principe, sauf qu'on a souvent, on a ça en Chine, on a ça beaucoup en Pakistan et en Afghanistan. C'est-à-dire c'est cette couche-là qui est très particulière, qui est une couche perméable, mais qui est très friable. En géologie, ça s'appelle le loess. Et ce système-là fait que l'eau peut s'infiltrer, mais elle érode énormément. Donc on n'a pas des rivières, on a des ravines. Et l'eau part très vite, en fait. Donc il y a quelques couches aquifères et il y a eu beaucoup de pays dans le monde, Maroc, Afghanistan, Iran, etc., où ils ont construit des systèmes de forage horizontaux qui permettent d'avoir des puits comme ça, ce qu'on appelle les canates. Je crois qu'Edouard Sors en parlera plus après. Je reparle du même cycle de l'eau, mais ce que je veux en dire ici, c'est qu'il y a énormément de ruissellement lié à la nature des sols. C'est pas l'urbanisme ici qui le crée, c'est la nature des sols. Alors, j'arrive directement ici. C'est un projet. Donc, on a la ville de Kaboul qui est ici, qui doit être en partie reconstruite. Mais le projet est de construire une ville nouvelle sur un haut plateau qui est juste au nord de cette ville, qui est ici. Kaboul est là et le plateau est là. New des Sabs. On a une rivière ici, un peu en amont, donc voici l'image, pardon. Donc très fertile autour de la rivière. Et ça, voilà sur le site. Voilà. Voilà sur le site, ce que je vous disais tout à l'heure, les ravines. L'eau emporte tout. Donc en fait, le tracé de cette ravine est impermanent. Il va évoluer à l'orage suivant et surtout, l'eau s'en va. C'est-à-dire que là, il pleut et 2 heures après, ça va être entièrement sec. Donc en fait, il y a la fuite de la ressource. La ressource s'enfuit, elle part. On ne l'a pas retenue.
Voilà le site de projet. Alors juste voilà, c'est entouré de montagnes que j'ai schématisé ici. Voilà les montagnes. Voici le réseau de ravines. Le projet repose sur le fait de pouvoir conserver les eaux dans des ceintures vertes et qui seraient autour de la ville nouvelle. Les ravines seraient utilisées comme une infrastructure primaire de la ville et qui emmènerait l'eau dans un parc central. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire. La ravine, voilà à quoi ça ressemble. C'est très profond, très encaissé, ça apporte rien. L'idée, c'est de dire, tiens, on va faire un modèle. Enfin, c'est un peu comme à Aulnay d'ailleurs. Plutôt qu'elle soit encaissée et presque invisible et qu'elle ne fasse que passer, on élargit le site et on en crée autre chose. Donc l'eau va pouvoir circuler ici quand besoin est, mais du coup, ça devient la trame principale de toute la ville. C'est-à-dire que tous les réseaux, même enterrés, vont passer ici, les circulations piétonnes vont passer ici. C'est là où on va au début faire les pépinières qui vont servir à planter les arbres en ville. C'est là qu'on va faire les vergers, les cultures vivrières. C'est une façon pour les gens de commencer à habiter quelque part, c'est-à-dire en cultivant et en tout simplement pouvant manger aussi, en pouvant avoir du bois de construction, etc. Tout ça, ça vient par l'eau. C'est-à-dire que le désert que j'ai montré en photo avant peut devenir une oasis, c'est-à-dire les ravines, on peut considérer que ce sont comme des oasis linéaires, et ce sont ces oasis-là qui vont permettre l'installation humaine autour. On ne peut pas imaginer l'inverse. Voilà une vue globale de la ville, avec les ravines que vous voyez ici, et qui se dirigent essentiellement vers le grand parc central. Alors, je vais finir sur 3 schémas. Donc, comment ça fonctionne ? Quand il pleut sur les montagnes, quand il pleut ou qu'il neige, parce qu'il y a une grosse période de neige, l'idée c'est de garder cette eau, de l'infiltrer en partie, puisqu'on a vu qu'il y avait des forages au piémont des montagnes, donc de l'infiltrer au maximum au piémont des montagnes, et ce qui ne pourra pas être infiltré, de l'emmener par les ravines, et l'excédent ira vers le parc central. Dans le parc central, on a un immense réservoir qui est un grand bassin, comme à Central Park en réalité, et qui permet d'alimenter un réseau d'eau brute qui, lui, remonte les ravines. Cette eau brute sera disponible pour les habitants, pour les usages d'irrigation, de maraîchage, tous les usages urbains. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a une très très faible alimentation en eau potable. Il va falloir aller se brancher sur une rivière qui a 50 km. Cette rivière va ensuite au Pakistan. C'est quand même assez tendu de prendre l'eau qui va ensuite au Pakistan pour alimenter une future ville. Donc le puisage dans la rivière doit être réduit au maximum. Donc c'est pour ça que l'eau qu'on ne peut pas se contenter de l'eau potable. Donc, contrairement finalement à ce qui se passe à Paris, où il arrive, où 1% de l'eau est celle qui est bue, ici c'est pratiquement 100% de l'eau potable qui va être bue. On n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'eau ici pour que l'eau potable aille dans la terre. Toutes les autres eaux, du coup on va compter chaque goutte d'eau en fait. L'eau usée, voilà, le usé représenté en rouge, elle va aussi aller dans le grand parc. Il y a des centrales, des stations d'épuration, et elle va être restockée dans ce bassin, dans ce grand lac, redistribuée dans le réseau d'eau brute. L'eau pluviale qui arrive en ville, c'est pareil. Elle va circuler, elle va ruisseler dans les rues, elle va passer dans les ravines où il y aura des filtres de dépollution, et elle pourra s'écouler à ciel ouvert et aller aussi dans le lac qui est le réservoir commun pour le réseau d'eau brute. En fait, il y a un principe ici où pratiquement aucune goutte d'eau ne sort, à part l'évaporation et l'infiltration. Voilà, on limite au maximum l'entrée d'eau potable. Donc pluie, neige, eau usée, tout ça est recyclé, 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 recyclé. Voilà pour finir un tout petit cycle pour résumer. On voit, donc ce cycle peut s'appliquer à plusieurs endroits du monde. Voilà, la pluie, une grosse partie peut s'infiltrer, alimenter la nappe. De la nappe, on peut faire du pompage qui donne l'eau potable. Cette eau potable va être consommée, va être salie, donc les usages domestiques, industriels, agricoles. On arrive aux eaux usées. Les eaux usées, c'est pas une fin en soi. Ça va générer encore énormément de choses.
Premier cycle, ça va tout simplement pouvoir dépolluer et repartir dans les réseaux hydrographiques et dans la nappe, par exemple. Donc finalement, on se retrouve à avoir une sorte de cycle comme ça. Mais aussi par la dépollution, il y a des systèmes de dépollution après les centrales où on appelle ça les taillis courte rotation, par exemple. C'est-à-dire que c'est une dépollution un peu plus forte encore de l'eau. Elle passe par des systèmes où il y a par exemple plein de saules qui poussent très vite. C'est pour ça qu'on appelle ça courte rotation, parce qu'ils sont coupés très régulièrement, 1 à 2 fois par an. Ça apporte énormément de biomasse. Cette biomasse-là peut être dans des circuits d'énergie. On peut imaginer qu'il y a une station d'eau usée qui soit essentiellement faite en taillis courte rotation et qui permettent d'alimenter en énergie tout un quartier. C'est-à-dire que les eaux usées d'un quartier peuvent recréer l'énergie qui va chauffer le quartier, par exemple. Cette eau qu'on va appeler eau brute d'irrigation va pouvoir généralement être ce qui va permettre de faire pousser les végétaux. Pousser les végétaux, c'est tout ce qui est qualité de l'air, bioclimatique, oxygénation. Alors là, il y a une petite flèche, il faudrait que ça aille là. Les usages urbains ici. Et c'est aussi ce qui va permettre de faire l'agriculture vivrière, le maraîchage. Et aussi créer les trames bleues, les trames vertes à l'intérieur des villes, créer des espaces verts, faire pousser l'ensemble. On a enfin une dernière chose qui est, par exemple en Afghanistan, le sujet ici était de pouvoir avoir des matériaux de construction. Et c'était les eaux usées qui servaient à faire pousser les peupliers qui vont faire pousser les peupliers qui vont servir à construire les maisons. Donc on peut voir comme ça qu'il y a tout un circuit où un déchet est la ressource d'un autre besoin. Et c'est l'ensemble de ces interactions et l'ensemble de cette vie qui pour moi est la ville fertile. Je vais arrêter là pour le moment, je pense que j'ai déjà débordé. Ok, merci. Et bonsoir, moi je suis du CRU, je suis de l'usine mécano rue Repval, diplômé il y a 10 ans. Et c'est le moment de faire un bilan de compétences. Donc, je sais me servir d'un ordinateur et je vais essayer d'être bref aussi. Le propos, c'est à la fois des choses qui sont relatives au travail que j'ai fait à Belleville. Donc du patrimoine, de l'eau, de la morphologie urbaine, et puis une partie de mon activité relative à l'eau. En tant qu'architecte, on n'est pas forcément habitué à traiter ce sujet-là, donc moi je me suis donné les moyens, on va dire. J'ai essayé de faire la quadrature du cercle, vous savez, c'est un vieux truc de gens qui maîtrisent l'équerre et le thé. Donc d'un cycle, j'ai essayé de saisir des angles, d'attraper des choses, de voir si on pouvait décomposer tout cet univers que Marie nous a décrit avec ce dernier schéma qui est assez complexe. Et alors bon, il y a quand même une image d'Épinal. CTRL L, tu m'as dit, c'est ça? Il y a une image d'Épinal, c'est là où tout commence, quoi. Une source au pied d'une montagne, une vie bactérienne, de la végétation. Bon, pour nous, ça évolue un peu plus. Donc, mon propos était d'essayer de trouver des articulations. Et le 4 est une figure qui est revenue assez souvent. Je ne vais pas illustrer ce propos-là, mais on va dire qu'avec le pointeur, je vais en prendre un au hasard. Allez, viens là beaucoup. Il existe en fait des moyens de se faciliter la compréhension des choses en prenant par exemple, on va prendre celui-là, les différents types d'alimentation que l'on peut faire de l'eau. L'alimentation directe, le potable, l'alimentation indirecte, le végétal que l'on consomme et le bœuf que l'on mange, qui consomme beaucoup d'eau, le sanitaire et le climatique, l'industrie et l'énergie. C'est un petit pense-bête dont je me sers, qui a, je dirais, son fondement scientifique, un peu de subjectivité aussi, mais on est architecte et on n'est pas ingénieur. Toutefois, à vouloir décortiquer les choses, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un mimétisme entre la Terre et l'adaptation que les hommes on en fait à différents endroits. Et donc j'ai essayé d'établir des interactions et définir des archétypes. Donc, si on reprend la coupe,
on a effectivement différents types d'inscriptions de villes, différents types d'hydrographie. Et je vais développer la manière dont 3 villes me semblent mimer des hydrographies qui existent à l'état naturel. Je vais vous montrer Bukhara, Marrakech et Venise en 2 minutes. Donc, voilà. Vous savez lire. Donc, on a des territoires très différents avec des chevelus, donc ça c'est le réseau hydrographique différent. On a également des conditions climatiques, on le sait, très différentes, c'est la pluviométrie. On a également des sols qui sont plus ou moins détritiques en fonction de la quantité de soleil et d'érosion qu'il y a pu y avoir. Donc là, on a une mer qui s'assèche, 2 fleuves majeurs qui sont des fleuves qui ont le nom des fleuves qui coulent de l'Éden. Là, on a l'Atlas, le Moyen, le Grand. Là, on a l'Adriatique. Et on a Bukhara ici, Marrakech là, et Venise quelque part par là-haut. Quand on se resserre, on a un courant doréique, un marécage avec des lits mineurs. Là, on n'a pas grand-chose, en fait. On a un oued en fond de vallée. Et là, on a la lagune qui se dessine déjà. Le chevelu dont je vous parle, ce sont finalement des canaux dans une zone marécageuse. Et on voit ici la muraille de Bukhara, qui est sensiblement la même que celle de Marrakech, qui est sensiblement la même que celle de Venise. Ce sont des villes patrimoine de l'UNESCO qui ont connu leurs heures de gloire entre... Enfin, elles sont historiques, elles ont 2000 ans de gloire. Celle-là étant la plus ancienne, celle-là étant une ville nouvelle de 1100, celle-là ayant déménagé autour de 700 pour aller par ici. Là, ce qu'on voit ici, c'est pas un chevelu, ce sont des drains, ceux dont parlait Marie un peu plus tôt. Et là, ce qu'on voit, ce sont les 4 fleuves majeurs qui irriguent la lagune, mais qui ont été détournés pour ne pas apporter de sédiments. Donc là, je vous parle juste d'hydrographie. Maintenant, je vais vous parler de ce que les gens ont fait là-bas pour avoir une ressource à disposition. Donc ici, on a toujours le même chevelu et on a un canal majeur avec des terminaisons, un peu comme des capillaires, hein, et des petits points. On va les développer, mais je vous montre tout de suite. Ces points, ce sont des bassins qui ont servi à drainer le marécage, à capter un volume, à sécher un sol en fait. Hein. Là, on a ces drains qui sont périphériques à la ville. Il faut savoir que Marrakech est une ville nouvelle qui, pour sa fondation, a eu nécessité d'avoir une palmeraie pour l'alimentaire. Et pour avoir cette palmeraie, il fallait l'eau. C'est ce que disait Marie un peu plus tôt. Donc on a une ville qui a certes des bassins qui permettent de lui acheminer l'eau. On est au Moyen-Âge, hein, il n'y a pas de robinet partout. La majeure partie de l'alimentation, la ressource eau, se trouve dans le végétal, la pastèque, la grenade, les dattes, bien que ce soit pas très... Enfin, c'est sucré, quoi, il n'y a pas beaucoup de flotte dedans. Quant à Venise, l'eau est saumâtre autour, et ce qu'on a, ce sont des impluviums. Le puits vénitien structure la morphologie de la ville avec des places, mais parfois des cours intérieurs, comme on va le voir. Les petits points que l'on voit ici, là, partout, il y en a un bon nombre, sont ces puits vénitiens. Donc on a l'Aretara qui est marqué par des puits, des galeries souterraines. On a le Haus, ça c'est le terme pour désigner le bassin, et on a le puits vénitien, le Pozzo Veneziano. Donc on zoome encore. Là, je vais vous montrer en fait le problème, c'est que au XXe siècle, ces systèmes sont devenus obsolètes pour des raisons diverses et variées et ont été condamnés. Ça a généré des désordres. Bon, là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on zoome encore plus. Hein, une série de puits, un puits vénitien avec son captage, sa margelle. Là, un puits désaffecté avec le canal, un bassin désaffecté avec le canal à côté. Et voilà à quoi ça peut ressembler. En coupe, ok, on zoome là encore, un bassin, un peu comme le bassin d'orage. Sauf que là, il a une vocation à drainer le sol, qui était marécageux. Là, un puits dans lequel on peut tomber. Là, un puits dans lequel on ne tombe pas parce qu'il y a du sable. Et que ça traite l'eau pluviale qui descend du toit. C'est le puits vénitien qui, selon les critères de Pasteur, dispensait de l'eau potable jusqu'en 1880. Bon, voilà. Ça, c'est l'état, je dirais, sympa, pédalo. Pédiluve, ça c'est pas sympa. Ça c'est l'arc parabolique, ça c'est la parabole de l'eau potable. Et ça c'est un portique sans fondement. Mais c'est Scarpa qui l'a fait, donc il avait des raisons, à défaut d'avoir des fondements. Et ça c'est ça amène à la réflexion. C'est un autre type d'inondation qu'on ne souhaite pas avoir à Venise en tout cas. Voilà pour le sol. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il n'y a pas un décalage, une sorte de jeu qui s'est créé entre la manière dont les gens ont géré la ressource eau et la manière dont ils s'inscrivent dans le monde. Ça, c'est une vision un peu phénoménologue,
Enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont conçu des enveloppes. Ah oui, toujours l'aspect vernaculaire, c'est intéressant. Donc là, il pleut moins. Là, il fait humide. Okay, là, on est au néoclassicisme, on canonise un style. Là, on est au modernisme, on canonise un style. Là, on est aujourd'hui, on canonise un style peut-être aussi. Je vais développer ces objets-là, mais on est dans un rapport qui est hydrophile, qui tolère l'eau dans l'enveloppe, qui est hydrofuge, qui la canalise, et qui est hydrophobe, qui la rejette. Si on prend des exemples d'architectes qui ont développé un style, vous lisez mieux que moi. Je marque un temps d'arrêt, hein, je bois une goutte d'eau. Ouais, parce que ça, c'est l'introduction, en fait. Donc, on a Henri Sauvage à Paris, rue Vavin, qui développe une typologie de façade à gradins, qu'il a voulu, non pas homologuer, hein, mais carrément breveter. Ça donne des choses assez surprenantes. Ça développe des grands volumes à l'intérieur. Ce qu'on voit ici, c'est le volume d'un autre immeuble à gradins, qui est celui de la rue des Amiraux. C'est une piscine. Allez-y, c'est vraiment super. C'est dans le 18e. L'eau n'est pas chlorée. Je dis pas qu'il faut boire la tasse, mais... Voilà. Là, c'est Scarpa. On est à Venise. Et Scarpa, pour une banque, bon, là, on est ailleurs à Venise, dans un jardin. Mais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il travaille l'enveloppe, comme vous pouvez le voir, en faisant des écrans. C'est une typologie qui est assez vénitienne avec la loggia, mais lui en fait quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire il pleut dans l'enveloppe. Et pour moi, hein, peut-être que je suis un peu poète ou peut-être que je vois les choses là où je devrais pas, mais j'ai l'impression de retrouver dans ce travail-là quelque chose qui ressemble à la lagune, un espace liminaire, quoi. Vous voyez la lagune avec la terre ferme, le lido, le banc de sable. Enfin, Scarpa, en tout cas, certains ont écrit à son sujet qu'il était dans une inscription dans le territoire, dans son architecture même. Voilà. Vous savez qu'une enveloppe double, c'est utile aujourd'hui pour faire du parement. Ça a été utile à différents endroits et à différents moments pour avoir des environnements sains. Une capacité pour la façade d'avoir un milieu poreux pour qu'elle soit perspirante. La vapeur d'eau de l'intérieur s'évacue. Et pour que dans les endroits très humides et où il pleut beaucoup, l'humidité n'atteigne pas le cœur de bâti. Il existe des endroits en fait dans lesquels le mur double a une autre vocation. Qui est celle de laisser passer l'humidité. Et donc là, on est en Iran, à Yazd, mais on est également à Dubaï et dans la péninsule arabique. Et on est dans un système qui s'appelle le bad gear, donc l'attrape-vent. L'attrape-vent est toujours associé à une pièce d'eau. Donc là, on est dans la ressource eau et vent, mais on est en bioclimatisme. On est toujours dans l'enveloppe dans la mesure où ces dispositifs peuvent avoir différentes dimensions et en l'occurrence devenir, en termes de dispositif, un bâtiment à part entière. Là, on est dans le palais d'Oladabad et c'est un endroit pour qu'il fasse frais. Vous voyez la coupe, l'air arrive, il y a un jeu de dépression qui se fait de l'autre côté, la circulation se fait là-dedans, en raie, au-dessus, et l'évapotranspiration de l'eau procure la sensation de fraîcheur. Je pense que les photos sont assez explicites, je n'ai pas besoin de développer davantage. Il existe ensuite dans les pays arabes ce qu'on appelle le malkaf, qui est ma ou al-kaf, l'eau et la caverne, la niche et l'eau. Vous connaissez peut-être Hassan Fatih, qui est un architecte égyptien. Il y a un bouquin connu qui s'appelle Construire avec le peuple. Donc lui, il fait la transition entre l'architecture vernaculaire sans architecte et l'architecture avec architecte, et il développe beaucoup le maklaf. Ces maklaf, avec une jarre, et toujours le principe de transpiration, permettent de rafraîchir l'air. Mais dans son cas, il utilise le charbon également pour purifier l'air. C'est assez intéressant. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque, à certains endroits, l'enveloppe et le sol se rejoignent, on arrive à des dispositifs. Et donc on est toujours dans cet Orient où l'eau vient à manquer. Le sirdob, qui est en fait littéralement l'eau froide, mais c'est là où la vapeur, enfin l'air est frais. La banbar, qui est la réserve d'eau, dans laquelle on peut aller chercher son eau fraîche dans un robinet. Elle est toujours rafraîchie par la circulation de l'air. Là, on est dans un désert et l'eau y est fraîche. Et un fameux yakshal qui, lui, a l'intelligence de prendre de l'eau d'un kanat, un dispositif qu'on va voir, et de la faire geler l'hiver. Des morceaux de glace sont brisés, sont acheminés à l'intérieur de ce yakshal pour que la glace y soit conservée pendant toute la durée de l'été. Après. Donc vous voyez le mur, vous voyez le dôme, et vous voyez ici voilà, à quoi ça peut ressembler.
Donc on est dans un bioclimatisme, mais plus encore. Et donc lorsqu'on descend sous terre, on peut avoir carrément une climatisation qui joue avec les canaux, les aqueducs souterrains. Ça c'est la transition. Maintenant on est à Téhéran et une vision un peu onirique de comment cette architecture pourrait rimer avec la ressource. Ça c'est le Wild Club, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu en rade en ce moment, mais c'est un gars de Belleville aussi qui avait lancé cette idée que les graphistes et les architectes pouvaient s'amuser à transformer des images. Cette image, je l'ai fait faire à quelques élèves lors d'un workshop, à l'issue d'un workshop à Téhéran, donc où j'étais. Et maintenant, on passe au design environnemental. Donc la question, c'est de savoir si la ressource eau est la seule. Il y a également la ressource assainissement. L'assainissement, ça veut dire traiter des eaux usées. Et on va voir que c'est assez intéressant et que ça offre un potentiel assez large. Je crois que j'avais besoin de développer la première partie pour que vous ayez des bases. Maintenant, accrochez-vous, ça va aller un peu plus vite. À Marrakech, on a des qanats ou des khetara. Vous les voyez, quasiment de la source jusqu'au bout. Ça, c'est la dernière qui soit encore en eau. Toutes les autres sont à sec. La nappe a baissé, les gens y déversent des ordures, les routes sont construites par-dessus. C'est une perte sèche. Voilà à quoi ça ressemble quand on le développe, sous terre, sur terre. L'objet de mon diplôme, à un moment donné, a été de voir si on ne pouvait pas se servir de tous ces dispositifs en utilisant les eaux grises pour, en gros, réinfiltrer la nappe phréatique ou mettre à disposition une eau brute pour pour alimenter la Palmeraie qui était en insuffisance, en stress hydrique. Donc, on a une situation qui est celle de 1950, 1990, 2005, plein de points d'eau, un point d'eau, la ville qui consomme au robinet, une eau usée, alors qu'avant il n'y en avait quasiment pas, la Palmeraie, ici, l'eau usée qui va vers une zone de maraîchage qui maintenant accueille une station d'épuration, et l'urban sprawl que l'on peut connaître. L'hypothèse était de dire, non, nous on veut retrouver un truc qui soit fertile. Donc si on individue toutes les sources et les micro-bassins versants, on se dit que l'on peut créer du bâti qui s'inscrit dans la morphologie qui est donnée et dictée par ce qui existe déjà au sol, à savoir les qanats, les puits et les galeries à l'intérieur. Ce qui donne des esquisses, on va dire. Donc ça, c'était l'esquisse verte en 2005. Le diplôme qui consiste à voir s'il n'y a pas une temporalité pour le décaissement, pour créer en somme un gisement de population qui produit suffisamment d'eau grise pour dispenser une eau brute propre à l'agriculture, même au maraîchage éventuellement, pour créer des pépinières sociales proches du bidonville. On appelle ça un douar, et il y a des gens qui sont assez indigents, qui vivent juste à côté d'hôtels, qui utilisent des quantités de flotte phénoménales. Donc c'était une sorte de principe. Là, à Téhéran, lors du workshop qui a eu lieu il y a 2 ans, on a le même dispositif, les qanats, sauf qu'on a un problème, c'est que la nappe est surchargée en fait. Là, on a 15 millions d'habitants, on n'a pas de système d'assainissement et l'eau est gorgée de nitrites et de nitrates, ce qui pose un problème. Et il y en a plus encore qu'il n'y en avait avant, ce qui fait que l'eau de la nappe phréatique, il faut la vidanger de temps en temps. Donc là, un des objets sur les 4 sites différents était de voir si on ne pouvait pas valoriser ces qanats de différentes manières. Il y a eu différentes stratégies. Les mettre en lumière dans les parcs, lorsqu'on est sur un grand cours, traiter, dépolluer l'eau avec un système de siphon et ensuite de phytorémédiation, améliorer le quotidien des habitants lorsqu'on est dans une zone résidentielle, et finalement voir si on ne pouvait pas avoir des systèmes doubles et qui assurent une épuration au fur et à mesure que l'eau s'écoulait en ville. Là, par exemple, c'est de l'eau qui sort de la nappe phréatique que l'on va essayer d'oxygéner pour lui faire perdre une partie de ses nitrites, voire des nitrates si on y arrive. Donc ça, c'est un tableau des mesures que j'ai faites des différentes pollutions qu'il y avait. Donc on a des niveaux qui permettent l'irrigation, d'autres certainement pas, et d'autres qui, en définitive, permettent plus l'usage d'eau potable alors que c'était le cas avant. Je vous dis avant, c'était il y a 70 ans. Bon, je vais utiliser 3 minutes là maintenant pour vous dire qu'il y a une démarche qui est mise au point par l'ADEME qui s'appelle l'AEU, c'est marrant, c'est presque O. C'est l'approche environnementale de l'urbanisme et il y a plusieurs volets à l'intérieur qui sont importants, dont celui de l'assainissement et de l'eau. Il y a le ruissellement, il y a des diagnostics à faire sur certains sites. Ça, c'était un éco-hameau où il y avait des problèmes de fuite des fosses septiques, de boue, d'inondation.
Il y avait une stratégie d'usage des terres agricoles à différentes fins. Il y avait un programme, c'était de faire 4 hameaux, mais il y a eu un problème en fait tout du long des études précédentes. Pardon, je vous montre ça. C'était qu'ils n'arrivaient pas à créer le système d'assainissement sur site pour viabiliser d'un point de vue opérationnel le terrain. En somme, faire de l'assainissement non collectif coûtait trop cher puisqu'il fallait que chaque maison ait son terrain de 1000 mètres carrés quasiment pour avoir le droit de construire. Hein. Donc il a fallu trouver une stratégie dans laquelle l'assainissement se faisait de manière mutualisée. Il y avait différents scénarios, donc toujours avec le traitement primaire, secondaire, pré-traitement primaire, secondaire, tertiaire, et de voir comment on allait le spatialiser, le topologiser. Et les dispositifs à disposition, microstations, fosse septique, tertre. Le tertre consomme de la place, on ne peut pas avoir d'arbres à côté. Et la phytorémédiation, et ensuite des systèmes qui sont mis au point par des scientifiques et rachetés par Veolia. On a réussi à faire valoir, ça c'était une proposition du CAUE, d'étudiants de Nancy, on a réussi à faire valoir auprès de la police de l'eau l'utilisation de phytorémédiation et on a réussi à maximiser l'usage de la parcelle grâce à cette mutualisation qu'on a poussée aux limites de la transigence des textes de loi pour arriver à quelque chose qui va se faire. En définitive, l'assainissement est également un moyen de faire du projet. À Seine-Aval, à Achères, l'objectif était de libérer 295 hectares pour la ville de Paris et de rendre 393 hectares ouverts aux habitants et de limiter à 151 hectares la station qui en couvrait avant le double, un peu plus du double. Et pour ça, ils ont utilisé des dispositifs qu'on appelle en fait de traitement de l'azote, qui est la pollution majeure que l'on a, et avec une machine qui s'appelle la nitrification-dénitrification, qui est un truc assez complexe, mais c'est très simple à comprendre une fois qu'on l'a compris. Pardon. Et je l'ai compris, j'ai traduit le bouquin en fait. Donc je vais vous l'expliquer. Sachez juste que par rapport au système d'assainissement non collectif, un truc que Marie disait par rapport au végétal, c'est que le végétal utilise les nutriments qui sont à disposition dans les eaux usées. Lorsque l'on a une station d'épuration comme celle-là pour 1,5 million d'habitants, je crois, aujourd'hui, on a un seuil d'accumulation des boues qui est phénoménal. Et ces boues-là, comme vous le savez, c'est pas les mêmes qu'il y a 150 ans. Je vais peut-être terminer avec une petite note, c'est celle de Justus von Liebig, qui est cité par Marx dans les lettres à Engels, et qui est le père de la chimie agricole, qui écrivait que les Anglais, à l'époque, Londres et Manchester, gâchaient tout leur engrais dans la Tamise. En somme, l'azote, le phosphore et le carbone que l'on retrouve dans les eaux usées sont une matière première, mais aujourd'hui on a des pollutions qui sont endocriniennes, qui sont chimiques et qui nous empêchent en fait de s'en servir. En 2015, ils pensent pouvoir se servir des boues. Voilà. La nitrification, c'est un process que on pourra expliquer plus tard. Voilà les photos de l'architecte Luc Weissmann qui a également fait le pont du Mont-Saint-Michel et une autre station à Achères que vous aurez peut-être l'occasion de visiter quand vous irez faire la visite du site. Voilà, c'est fini. Allô ? Ah, voilà. Nous allons maintenant passer au débat. Alors je vais commencer par pas être d'accord, parce que on m'a dit qu'il fallait que je sois pas d'accord. Alors je suis super pas d'accord, parce que en fait, par rapport à la ressource, je dis. Moi non plus, je suis pas. Ah ben voilà, personne. Mais avec moi ou avec avant, d'accord. Donc, comme en fait tout à l'heure je montrais les coupes pour montrer que le réservoir principal c'était la nappe phréatique, en gros.
si on veut avoir des réservoirs d'eau pluviale, il va falloir qu'ils soient énormes, mais énormes. Et jamais ils pourront suffire aux besoins. Donc il y aura besoin d'un réseau en plus. Donc il y aura les réseaux existants. Donc Mathieu Souquier disait qu'il y avait 2 fois 2000 km pour l'alimentation alimentation en eau potable et eau brute. Et il y a en plus la même chose, il y a 2000 km en eau pluviale et 2000 km en eau usée. Il y a des milliers de kilomètres de réseaux à Paris et partout en France qui demandent un entretien et une rénovation, etc. Enfin, c'est une charge énorme. Je pense que des systèmes de rétention dans des cuves, des choses comme ça, serait un système en plus à surveiller. D'autant plus, soit l'eau est à ciel ouvert et on voit ce qui se passe et on peut contrôler s'il y a un problème, s'il y a une fuite, s'il y a de la pollution. Ça, c'est le plus facile. Soit elle est enterrée dans des cuves et alors là, pour l'entretien, ça devient très compliqué. Et je pense que la meilleure cuve qui existe, c'est la nappe phréatique. Et que si l'énergie, on doit la mettre quelque part, c'est pas faire des petits stockages comme ça, à gauche, à droite, dans des cuves, mais c'est plus à mettre l'énergie sur la qualité de l'eau qu'on infiltre, à la qualité de l'eau qu'on se donne comme réserve. Voilà mon avis sur la question. Dans le fait de couper les cheveux en 4, j'étais arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas 3 états de l'eau, mais il y en avait 4. Et le 4e, c'était incorporé. C'est-à-dire qu'on est des êtres vivants, on est constitué d'une partie de flotte. Le sol aussi, et c'est fondamental. Il y a énormément de choses qui se passent. On sait qu'une goutte d'eau dans l'océan, il lui faut 600 ans pour voyager. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe dans les sols. On sait juste que c'est un médium relativement important pour les échanges entre biotopes. Donc, sortir l'eau du sol pour en avoir une visibilité ou une maîtrise, je suis d'accord avec Marie, donc je suis pas d'accord. Ensuite, une des questions qui a pu être soulevée dans ce qu'on voyait, c'était que mettre de l'eau à disposition, de la rendre visible dans les endroits où il fait chaud, je sais pas, l'Alhambra, l'exemple que l'on connaît, ça peut avoir une utilité d'agrément, d'esthétique. Mais vous imaginez même pas le dispositif qu'il y avait dans l'Alhambra pour avoir ce plan d'eau. C'est-à-dire qu'on est, à l'instar de Paris, dans un système qui va chercher ailleurs, sur un piémont, quelque chose. Je pense que les dessins l'illustraient pas mal aussi. La ressource ne peut en aucun cas, même aujourd'hui, où on a une énergie qui n'est pas humaine, mais qui est carbone, qui coûte cher, en bilan au bout du compte, se permettre ce genre d'excès. Je suis assez intarissable sur l'eau non potable, en fait, parce que c'est un sujet assez intéressant. Avant de travailler à Haute-Paris, je travaillais à la ville de Paris. Et à l'époque, en fait, la ville de Paris se posait la question du devenir de ce deuxième réseau. Et il y avait évidemment des positions, en fait, assez tranchées à la ville, parce que ce que je vous ai dit sur la consommation d'eau potable s'observait aussi sur la consommation d'eau non potable, qui ne cessait, en fait, de diminuer. Donc, pour l'essentiel, c'était vraiment la ville qui consommait et utilisait 99% de l'eau non potable pour nettoyage de la voirie, arrosage des espaces verts, etc. Mais donc le truc, c'est que, encore une fois, entretenir 2 réseaux, ça coûte très cher, surtout si, dans ces 2 réseaux, l'eau qui circule est de moins en moins importante. Et le fait qu'elle soit de moins en moins importante pose des difficultés, parce que s'il y a moins d'eau qui s'écoule, elle peut devenir stagnante et peuvent se poser des problèmes sanitaires. On n'en est pas encore là à Paris, en réalité, même si on a des installations qui sont très largement surdimensionnées par rapport aux besoins actuels. En Allemagne, par exemple, où, donc, comme je vous le disais, la consommation d'eau est en moyenne quasiment à la moitié de ce qu'elle est à Paris, eux, ils ont de vrais problèmes sanitaires à cause de ces problèmes de stagnation dans leur réseau. Donc à Paris, on s'est dit, on a 2 réseaux identiques qui nous coûtent très cher et qui tous les 2 servent de moins en moins. Donc si on veut éviter d'être dans la situation de Berlin, avoir des problèmes d'eau stagnante dans le réseau d'eau potable, supprimons le réseau d'eau non potable et utilisons de l'eau potable à la place de l'eau non potable. On rationalisera les choses. Il y avait 2 positions en présence assez tranchées. Il y avait d'un côté les ingénieurs de la ville qui disaient juste c'est des tuyaux, c'est génial. On garde évidemment les 2 réseaux. Enfin, c'est un patrimoine technique, industriel, tout ce qu'on veut, absolument phénoménal. Il faut garder ces 2 réseaux. C'est un sacrilège en fait de supprimer un des 2 réseaux. Puis les financiers qui ont en général un poids important aussi au sein des pouvoirs publics, qui disaient c'est juste totalement aberrant, les ingénieurs disent n'importe quoi, supprimons ce réseau, arrêtons la plaisanterie, nous n'avons de toute façon plus les moyens de nous payer ce luxe. Et il faut bien dire que le réseau d'eau non potable, en fait, n'avait en fait jamais été entretenu.
Le réseau d'eau non potable était en très bon état. Et pour entretenir un réseau, quand même, ça coûte des sous. Ça aussi, je fais de la pédagogie, souvent je le dis, parce que moi, ça m'a frappé quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets. Avant, je travaillais à la ville, je m'occupais d'équipements publics, de gymnases, de crèches, d'écoles, d'antennes jeunes, de centres d'animation. Pour entretenir un réseau comme celui d'Eau de Paris, réseau d'eau potable, chaque année, on dépense 20 millions d'euros. Pour entretenir nos usines, on en dépense, et nos aqueducs, on en dépense 2 à 3 fois plus. Donc chaque année, par exemple, nous, entreprises publiques, nous dépensons entre 75 et 85 millions d'euros d'investissement. Vous êtes architecte et vous le savez déjà sans doute, ouvrir une crèche, par exemple, ça coûte 4 millions d'euros. Donc chaque année, Haute-Paris dépense l'équivalent en investissement d'une crèche par arrondissement. Quand vous êtes un administré, un usager, un citoyen parisien, un contribuable parisien, vous vous posez évidemment la question de l'utilité des dépenses que vous engagez, et entre financer quelques kilomètres de canalisation pour Haute-Paris ou financer une crèche, je dis une crèche parce qu'il en manque à Paris par exemple, ça parle un peu à tout le monde, une crèche dans Paris, vous vous posez la question. Donc bref, on avait beaucoup investi sur le réseau d'eau non potable et en fait pas du tout investi sur le réseau d'eau non potable, qui était en très mauvais état, totalement fuyard. Et donc la ville de Paris avait plus ou moins en fait laissé les faits répondre pour elle-même en disant puisque j'ai pas entretenu ce réseau, il va mourir de sa belle mort et on n'en parlera plus. Sauf qu'en fait les élus se sont quand même posé la question. Il y a 3 ans, en fait, et on a organisé un vaste débat, une grosse consultation, ce qu'on a appelé une conférence de consensus, pour essayer de décider, en faisant venir des experts, des citoyens, des architectes, des urbanistes, etc., qu'on a fait travailler pendant plusieurs mois pour essayer de décider de ce que devait être l'avenir de ce réseau d'eau non potable. Et ce sont les ingénieurs qui ont gagné. Alors, je trouve qu'il n'y avait pas d'ingénieurs, en tout cas, ce ne sont pas les financiers. À l'unanimité, le jury de cette conférence de consensus a décidé que, évidemment, la ville de Paris devait conserver ces 2 réseaux. Alors, pas forcément pour continuer d'ailleurs pendant des décennies et des décennies à utiliser de l'eau non potable dans son second réseau. On peut toujours reconvertir un réseau, on peut imaginer que ce réseau il serve à je sais pas quoi, ça devienne un réseau de desserte d'ordures ménagères par pneumatique, j'en sais rien. Enfin, c'est un réseau souterrain qu'on peut imaginer, auquel on pourrait trouver d'autres usages. En tout cas, dans un contexte de réchauffement climatique, et sans doute que ça vous parle, les îlots de chaleur urbains, dans un contexte de réchauffement climatique, le fait de pouvoir avoir un deuxième réseau qui dans 20, 30 ou 40 ans servent aussi par rapport à ces enjeux climatiques a été décidé par la ville de Paris. Et à l'unanimité, en fait, les élus parisiens ont voté, il y a 2 ans, non seulement le maintien de ce deuxième réseau d'eau non potable, mais sa modernisation. Et c'est Haute-Paris qui, du coup, en est le dépositaire et a non seulement à l'entretenir, aujourd'hui à le moderniser et à donc développer, en fait, sur ce réseau d'eau brute un plan de modernisation, un schéma d'investissement qu'il n'a jamais connu. Et dans le même temps, en fait, nous devons lui trouver de nouveaux débouchés. Donc on nous demande, en fait, de réfléchir à de nouveaux usages d'eau non potable dans Paris. Si vous avez des idées, nous sommes réellement preneurs. On est même prêt à financer des thèses sur le sujet, des super thèses, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'en réalité, on cherche de vraies bonnes idées. Et je rebondis sur ce que disait Marie tout à l'heure. Aujourd'hui, la réglementation sanitaire est très stricte. Entre l'eau potable et l'eau qui ne l'est pas, les usages ne peuvent pas du tout être les mêmes. Je vous donne 2-3 exemples, très concrètement. Les petits jardins partagés qui fleurissent un peu à Paris et tout, c'est à la mode, machin. Ça, on peut pas du tout les arroser avec de l'eau non potable, en fait. L'eau non potable est pourtant une eau traitée. C'est pas du tout l'eau de la Seine qu'on récupère comme ça, elle est déjà traitée. Ce sont de l'eau de Seine, eau de Marne, les canaux, etc. C'est à travers ces ouvrages-là qu'on récupère de l'eau non potable, qui est traitée, qui, à mon avis, 20 ou 30 ans, aurait été considérée comme de l'eau potable. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est considérée, au sens de la réglementation, comme de l'eau non potable. Il n'est pas possible d'arroser un potager avec ce réseau d'eau brute. De la même façon, j'ai commencé à aller démarcher un certain nombre de grands comptes, comme on les appelle, la SNCF, la RATP, en leur disant, plutôt que d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer les rames de métro, pour nettoyer vos rames de TGV ou que sais-je, prenez de l'eau non potable. Au plan écologique, c'est quand même 10 fois mieux. Ça vous coûtera beaucoup moins cher, parce que heureusement, quand même, l'eau non potable coûte 4 fois moins cher que l'eau potable. Voilà, forcément, le traitement est pas énorme. Le type de la RATP ou la SNCF disent, ouais, super, banco, on y va. Le problème, c'est que derrière, évidemment, ce qu'on appelle leur CHSCT, c'est-à-dire leurs instances paritaires internes, tout de suite, les salariés de la RATP ont dit, mais attendez, moi je vais pas nettoyer une rame de métro avec de l'eau qui est pas potable, si je m'en mets sur les doigts, si je m'en mets... Pour là, ouais. Par rapport à ça, il y a une question qui paraît vachement... Non, mais... Je suis pas d'accord au sens où c'est pas une question de grand compte, mais il y a quelque chose qu'on a mis en évidence là, c'est par rapport à l'usage direct que serait fait de l'eau brute. Tu viens de dire qu'elle serait pas utilisable pour différentes choses. Je voulais juste à ce stade-là, et je le relaisse le micro, réexpliquer quelque chose. C'est qu'on a un réseau double d'eau, d'adduction,
Mais on a un système qu'on appelle depuis Belgrand et Alphand le système unitaire d'assainissement. C'est-à-dire que les eaux de ruissellement, les eaux d'égout, sont mélangées. Moi, ma question à ce stade-là, ce serait de te demander si, justement, une eau qui est destinée à aucun usage en particulier, pourrait pas, dans un moment où tu parlais de ciseaux par rapport à la consommation de flotte qui est réduite, donc des systèmes d'égout qui fonctionnent plus aussi bien qu'avant, c'est-à-dire que et ça bloque par moment. Hein. Est-ce que cette eau brute pourrait pas servir à ça, et dans ce cas-là, l'eau de ruissellement servir à autre chose? De ce point de vue-là, la ville a totalement changé de religion de façon très récente, en fait. Pendant très longtemps, effectivement, l'idée était, en particulier pour le service de collecte des eaux usées, d'utiliser le moins d'eau potable. Et en fait, si la consommation d'eau le moins d'eau, possible. Et si la consommation d'eau non potable a autant baissé, en fait, au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est parce que la ville, sur un certain nombre de services publics, a utilisé effectivement de moins en moins d'eau non potable. Donc c'est vrai pour l'assainissement, c'est vrai pour la propreté. En fait, vous avez maintenant des engins de propreté, des espèces de petits véhicules verts qui se baladent, qui font du nettoyage à sec. Donc ce qu'on voit à la maison chez soi avec des modèles de lave-linge aujourd'hui qui sont capables de laver du linge sans eau, vous avez des petits hommes verts de la propreté de Paris qui se baladent dans la ville, qui nettoient en fait la voirie sans utiliser de flotte. Alors on revient en arrière en fait, puisque la ville de Paris elle-même commence à revoir sa philosophie par rapport à cette question des eaux usées, commence à revoir sa philosophie par rapport au service de propreté, commence à revoir sa philosophie par rapport à l'arrosage des espaces verts. Donc pendant très longtemps quand même, en fait, une partie des espaces verts parisiens n'était pas arrosée à l'eau potable, pour les mêmes raisons que celles que je vous indiquais. Aspersion, si jamais il y a un gamin qui passe sous un jet, etc., on ne sait jamais, impossible, c'est beaucoup trop dangereux, de l'eau non potable, c'est possible. Anecdote, dans le 9e arrondissement, place Saint-Georges, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Thiers, je connais parce que je trouve que c'est pas très loin de chez moi. On a découvert il y a pas très longtemps que le gardien en fait de cette fondation, depuis plusieurs décennies, manifestement, était branché sur le réseau d'eau non potable. Parce qu'évidemment, si vous avez deux réseaux, vous pouvez avoir des erreurs de branchement, ça va de soi, branchement pirate et tout, et en fait, il va bien. Donc je ne sais pas s'il faut remplacer l'eau potable par de l'eau non potable. Il n'est pas tout vert, non, il n'a pas de boutons, enfin peut-être qu'il a des boutons, mais comme nous tous. Enfin, rien de méchant, quoi. Rien de dramatique. C'était donc pour relativiser quand même l'enjeu sanitaire. Quoi qu'il en soit, si tous, vous avez encore une fois des idées, c'est quasiment pas une boutade pour développer les usages d'eau non potable. Alors, on pourrait imaginer demain avoir des bouches de lavage pour les bagnoles, par exemple, qui soient dans l'espace public. Je suis un Parisien, j'ai besoin de laver ma voiture, je viens puiser un peu d'eau non potable pour laver ma bagnole. On peut essayer de trouver des trucs. En ce moment, pour de vrai, on phosphore. On a lancé des groupes de travail il y a 6 mois et on cherche pour de vrai, parce que la ville nous le demande, le développement d'usage d'eau non potable, d'eau brute. Welcome. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Si tu peux lever la main, on t'amène le micro. Ah, t'es en haut? Merde, j'arrive. Je peux répéter la question parce qu'elle est tout en haut au dernier étage et au dernier rang. Pourquoi n'utilise-t-on pas cette eau non potable pour la chasse d'eau des toilettes? Excellente question pour deux raisons. Et donc il y a 2 excellentes réponses quand même, malheureusement. La première, c'est donc le code de la santé publique, qui interdit en fait de mélanger dans l'habitation un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable, parce que sinon on peut faire comme le gardien de la Fondation Thiers, se planter de branchement et boire de l'eau non potable ou se laver à... Ouais. Donc première raison, en fait, la réglementation aujourd'hui l'interdit. Entre, je dirais, un lobby environnementaliste ou un lobby hygiéniste, c'est le second qui l'emporte de façon très nette. Voilà. Et par ailleurs, ça supposerait quand même dans les habitations tirer une colonne montante supplémentaire, donc des travaux relativement importants uniquement pour la chasse d'eau. Alors évidemment, dans la chasse d'eau de tous les appartements parisiens, ça ferait de la conso, mais voilà, ça reste quand même probablement extrêmement coûteux que d'imaginer en fait tirer un second réseau d'eau non potable, y compris à l'intérieur des habitations. On a déjà un second réseau qu'il est coûteux d'entretenir au niveau du réseau public, c'est-à-dire celui qui s'arrête en pied d'immeuble, un deuxième réseau intérieur, enfin un énième réseau intérieur. Ce serait probablement extrêmement coûteux pour les copropriétés. Même si, comme je le disais, évidemment, en coût de production, l'eau non potable, l'eau brute, ça coûte 3 à 4 fois moins cher que l'eau potable. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, de toute façon, la réglementation ne nous le permet pas. Elle ne nous permet même pas, encore une fois, d'arroser en fait un certain nombre d'espaces verts si il y a 3 plants de tomates. Je vous passe maintenant le micro à Simon, qui a une question.
Ouais, en fait, juste pour compléter, ça pourrait être intéressant dans des endroits non reliés au réseau, en réalité. C'est-à-dire, on n'est pas à Paris, on est dans une campagne, n'importe où. On pourrait imaginer effectivement qu'un cas domicile non relié au réseau d'eau potable et son stockage ou son puits, en fait, soit il pompe. Je vais revenir. Hein, moi, c'est la nappe, hein, mon truc. Hein. Donc, soit il a un puits et il pompe dans la nappe, mais s'il n'y a pas de nappe, on pourrait imaginer qu'il ait effectivement sa réserve pluviale, et auquel cas elle pourrait servir à un certain nombre d'usages. Pratiquement à tous les usages, sauf l'eau potable, et auquel cas il existe des systèmes comme il peut y avoir en Israël, ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'évaporation de l'eau, c'est-à-dire qu'en façade des maisons, il y a des systèmes d'évaporation qui permettent tout simplement de récupérer la vapeur et de la recondenser, d'avoir une eau distillée en fait. Donc là on est sur en fait ce que disait Mathieu, on est entre le lobby hygiéniste et le lobby environnementaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on est encore dans, et ça se comprend aussi, hein, dans une logique où la DAS, qui est l'organisme qui autorise ou pas à arroser, voilà, refuse tous les usages un peu déviants, quoi. Mais peut-être que dans, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou dans certains endroits du monde avec le réchauffement climatique, ou que sais-je, peut-être que ça va s'assouplir pour tout simplement répondre à la question de l'usage. Bah, on a besoin d'eau, on n'en a plus. Bon, on va peut-être assouplir le fait d'utiliser de l'eau potable pour tout ça, et on peut-être être dans un recyclage. Mais c'est pas valable quand il y a des grands systèmes comme Paris où les réseaux sont déjà établis. Je pense que c'est plus local. La question du traitement de l'eau, c'est pas réservé à une élite, Veolia et De Grémont ou les autres pour les nommer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent le faire. Il y a des entreprises qui le font. Il y a le CSTB qui donne des agréments pour des dispositifs qui soient plus ou moins mécaniques, qui soient de l'ordre de la phytorémédiation. Et parfois, ça met 2-3 ans pour une entreprise de faire valoir un dispositif de phytorémédiation prêt à installer pour des habitations. Mais il faut savoir que ce que je voulais vous dire un peu plus tôt par rapport au type de pollution qu'il peut y avoir, les pollutions organiques. Donc, dans la tête, il faut savoir qu'il y a la pollution chimique qui peut être dangereuse, les métaux lourds, mais que la majeure partie des choses dont on doit se débarrasser sont faciles. On a parlé de sable un peu plus tôt. Lorsqu'on parle de filtres plantés, on parle de racines et de bactéries qui font un travail de dégradation qui minéralisent la matière organique, à savoir du carbone, de l'azote et du phosphore. Et ces choses-là, on les a aussi bien dans la nappe phréatique à cause des produits phytosanitaires qui sont à base d'azote. On appelle ça des produits, enfin, la pollution azotée, mais c'est des nitrates. Que finalement dans ce que nous on rejette, c'est les effluents. Donc on peut tout à fait espérer que ces choses-là seront traitées. Quelqu'un qui a une eau de rivière et qui fait un captage sur une eau de rivière peut très bien au bout d'un cycle d'une semaine avoir une eau qui répond à des standards qui seraient peut-être pas ceux de la DAS. Il faut savoir ensuite que la DAS, depuis qu'elle est décentralisée, a effectivement un droit de regard sur le fait qu'il y ait de l'eau de pluie qui aille dans les toilettes d'un chiotte de collège et dire oui ou non, dans l'habitation de dire oui ou non. Par rapport à l'assainissement, ils ont également un devoir de suivre certaines choses et je voulais juste parler d'un volet intéressant, il me semble, pour comprendre la dynamique qui se joue aujourd'hui, c'est qu'on a des services centralisés, des grandes entreprises, des grands dispositifs comme ceux de Paris. On a également des administrations. On a ce qu'on appelle des gouvernances. Lorsque, en somme, on est à 70 km de Paris et qu'on n'est pas rattaché à un système d'assainissement, moi je parle d'assainissement à ce niveau-là, on a affaire à un service local qui s'appelle un SPANC, qui est l'antipode total de ce que l'on imagine pour le SIAP, le CEDIF et les autres dispositifs genre d'échelle macro. Et ces SPANC, ce sont 2-3 personnes qui, à un moment donné, vous suivent, vous, propriétaire d'un petit terrain qui veut avoir son système d'assainissement non collectif, pour élaborer une stratégie de phytorémédiation et des choses comme celle-là. Donc on a des interlocuteurs directs à ce niveau-là. Et la police de l'eau, ou la DAS, l'ancienne DAS, peuvent, à certains moments donnés, accorder des, ils ont un devoir de réserve et de précaution, enfin de précaution, mais il y a une marge de manœuvre et à mon avis dans le temps, en fonction des taux de pluviométrie et des problèmes de statistique, on peut avoir du changement. Ouais.
Une anecdote quand même, c'est très compliqué. Sur l'eau potable, dont je vous disais qu'elle était l'aliment le plus contrôlé qui soit, enfin, nous-mêmes, évidemment, on est soumis donc à des contrôles qui sont exercés par la DAS, donc des labos qui nous contrôlent. Enfin, c'est tout à fait logique, quoi. Je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de contrôles par an, en réalité. Donc, on est contrôlé par la DAS. En plus de ça, on s'impose ce qu'on appelle un autocontrôle. Donc une goutte d'eau, en fait, est contrôlée au moins 10 fois entre le moment où on la capte et le moment où on la délivre au robinet du consommateur. Donc le truc est méga safe. Les pouvoirs publics ne nous autorisent pas, par exemple, ou ne veulent pas cautionner le fait que nous alimentions les bébés, les nourrissons dans les crèches municipales avec de l'eau du robinet. Nous savons en fait qu'au plan médical, les biberons peuvent être faits avec de l'eau du robinet. Aucun médecin autorisé, c'est-à-dire représentant les pouvoirs publics du ministère de la Santé, ne veut mettre son sceau sur un courrier disant oui, la ville de Paris peut distribuer de l'eau du robinet dans les crèches. À part, honnêtement, engraisser les minéraliers, enfin j'ai rien contre les minéraliers d'ailleurs, mais à part engraisser, ça coûte quand même beaucoup plus cher le minéral. Peut-être qu'on aime tous la San Pellegrino, la Vittel, l'Evian, j'en sais rien. Mais enfin ok, mais fondamentalement ça coûte quand même beaucoup plus cher, c'est pas du tout écolo, etc. Voilà. Nous on a deux ennemis évidemment au Haut-de-Paris. On a les entreprises privées du monde de l'eau qui nous cherchent noises, parce qu'à partir du moment où une entreprise publique s'est installée sur un énorme marché, pour Veolia et la Lyonnaise, évidemment, la ville de Paris, c'était un marché colossal, ils ne nous aiment pas, et on a effectivement d'autres ennemis dont on est dans le viseur, ce sont les minéraliers. Parce que je vous ai dit que 1% de l'eau consommée, c'était de l'eau de boisson à Paris. Donc pour nous, ça ne pèse rien. Enfin, si demain, tous les Parisiens arrêtent de consommer de la Vittel, de l'Evian ou que sais-je, et remplacent leur consommation d'eau minérale par de l'eau du robinet, ça va peser 1% de notre chiffre d'affaires. C'est pas avec ça qu'on va se refaire la cerise. Bon, évidemment, à l'inverse, ça fera beaucoup de tort à Danone et à Nestlé et que sais-je. Voilà. Mais il y a quand même un truc assez dingue. C'est-à-dire que vraiment, cet aliment ultra contrôlé, même les pouvoirs publics sont extrêmement frileux par rapport à ça. Donc rentrer dans les habitations avec de l'eau brute, ce sera compliqué. On peut au moins se dire que les parties communes d'un immeuble, parfois quand il y a une cour intérieure, parfois dans certains arrondissements plus chics, quand il y a un jardin intérieur, ou même c'est pas vrai, dans certains blocs de l'habitat social, il peut y avoir des parties communes à arroser, à nettoyer, etc. Pourquoi pas le faire? J'ai rencontré les gens de Paris Habitat pour leur dire, mais vos parkings souterrains, lavez-les avec de l'eau brute. Enfin, on s'en fout. Mais même ça, on sent qu'évidemment, c'est assez compliqué à faire bouger. Bonsoir. J'ai une question qui va rassembler un peu des thèmes que vous avez évoqués. Ça a été évoqué on voyait des systèmes d'eau macro ou très petits. Vous parliez aussi du fait qu'aujourd'hui, Paris s'était tertiarisé, enfin en tout cas qu'il n'y avait plus que des services. Pendant très longtemps, donc son industrie a été repoussée en banlieue, notamment sur la plaine Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est la plaine Saint-Denis qui connaît cette tertiarisation. Et on a creusé pour l'autoroute A1, on a creusé pour les futures lignes de métro, celles qui sont déjà là. Et aujourd'hui, il se passe un phénomène en Seine-Saint-Denis, c'est qu'il n'y a plus les industries pour pomper l'eau de la nappe phréatique et le marécage de la plaine. Et l'eau des nappes remonte et affleure, notamment dans les parties communes des bâtiments, en remontant les hydrocarbures, en remontant les métaux lourds. Que faire de cette eau-là? Où est-ce que vous la classez dans les eaux dont vous avez parlé? Parce qu'on a parlé d'eau qui tombait du ciel, d'eau qui venait du sol, mais qui était polluée par l'agriculture. C'est une eau de pollution, là. Que faire de cette eau-là? Comment la DAS peut s'en emparer? Comment on ferme une crèche alors que finalement elle subit la remontée des eaux d'une industrie qui est passée? Et comment faire pour gérer ces eaux-là? Voilà. Quel potentiel? Je suis pas d'accord. Il faut lui dire d'entrer chez elle, assez tôt. Là, il y a un problème, c'est anthropique, mais finalement, c'est le temps 2 de l'anthropisme. On a trop consommé, maintenant on consomme plus assez. On s'est adapté, maintenant il faut se réadapter. Quand je parlais de gouvernance un peu plus tôt, tu soulèves une question, c'est que jusque-là, on n'avait pas d'interlocuteur pour ce genre de phénomène. On était très solidaires en ce qui concernait la merde de chacun. Là, c'est un sale coup. Il y a des cas dans lesquels on arrive à faire des pompages et on arrive à envisager une petite filière ensuite, à partir de certaines, je dirais, analyses de la qualité de l'eau pour savoir comment
juguler le problème, mais c'est difficile de se dire qu'on va imperméabiliser le sol ou créer une chape, il y aura une pression par en dessous. Le problème ensuite, oui, mais faut peut-être, je sais pas, je vais laisser la parole à tout le monde, mais je crois qu'il faut traiter le problème localement et ensuite réfléchir à une manière de juguler le problème de manière territoriale. Et ça, c'est une stratégie qui est un peu... je donne la parole par rapport à la nappe phréatique, là, c'est pas... En fait, je savais pas qu'il y avait des questions de remontée de nappe en Seine-Saint-Denis, mais j'essaie du coup de comprendre quel est le phénomène qui peut exister. Alors, voilà, ça a toujours été effectivement un secteur de marécage. On voit, c'est des terrains très plats, les exutoires pour toute goutte d'eau qui tombe en Seine-Saint-Denis, chaque goutte d'eau doit faire un trajet très long puisqu'elle doit aller soit vers la Seine, soit vers la Marne pour aller se rejeter. Et comme c'est très plat, il y a très peu de pente, donc elle stagne. Donc il y a des marécages. Donc voilà, donc c'est lié au site. Après, il y a eu pas mal d'installations et pas mal d'imperméabilisations qui ont généré encore plus d'eau. Finalement, les marécages ont été réduits, mais c'est la ville qui a été inondée. Et là, c'est encore un autre cas. Là, c'est la ville qui est inondée par le dessous, mais par les sols, pas par les réseaux. Et alors, j'étais en train de me dire, mais peut-être que du coup, que maintenant, il y a très peu de marécages, justement. Et finalement, il y a très peu de zones où l'eau peut sortir, donc elle sort partout. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir une vision sur l'ensemble du territoire, en fait, où on permet à l'eau de sortir par endroits. De la même façon qu'il y a eu des drainages dans les Landes ou des choses comme ça, tous les secteurs qui ont été drainés. Donc, quand on creuse, l'eau va là où c'est plus creux et le reste, ça sèche. Donc, c'est comme ça qu'on peut viabiliser. Donc, peut-être qu'il faut recreuser là où c'était trop imperméabilisé. Peut-être qu'il faut recreuser pour... ça emmène vers la question que je voulais poser à Haute-Paris, quelque part. C'est Paris qui a profité finalement de secteurs industriels et de la richesse qui a été créée. Aujourd'hui, Haute-Paris gère l'eau à l'intérieur de Paris. Comment cette vision qui nécessite une vision territoriale pour réguler ces phénomènes, même s'ils sont anthropiques, comment Haute-Paris se place dans la métropole du Grand Paris pour justement arriver à une mutualisation aussi bien des eaux usées que de la consommation? Ok. Alors sur les eaux usées, je ne sais pas trop répondre, mais je vais quand même répondre un peu. D'abord, il y avait plusieurs... la question m'inspirait deux remarques préalables. Le phénomène décrit traduit le fait que nous ne sommes pas en stress hydrique, nous ici en fait. D'abord, ce que je disais tout à l'heure, en fait, les prélèvements sur la ressource n'ont jamais été aussi peu importants qu'aujourd'hui. La consommation a baissé de 30% en 20 ans. Il y avait 3 millions d'habitants à Paris au milieu du siècle dernier. Il y avait effectivement des industries, etc. Aujourd'hui, on n'a jamais aussi peu prélevé dans les milieux. Donc, le phénomène décrit correspond à cette bonne nouvelle, en quelque sorte. Deuxième chose, à Paris, on a toujours caché l'eau, en fait. C'est une ville où on voit très peu l'eau, sol totalement imperméabilisé. Les techniques qui étaient présentées, effectivement, dites alternatives, que en particulier le Conseil général de Seine-Saint-Denis a mis en œuvre il y a déjà un certain nombre d'années à Paris, totalement étranger. On voit pas la flotte, on la cache, la nature, on la voit très peu. Même quand on aménage les berges de Seine, on voit bien qu'on n'est pas hyper innovant non plus, quoi. On voit 2-3 palmiers qui se baladent, mais enfin fondamentalement, on n'imagine pas foutre de la pelouse partout. Et donc il y a quand même une culture de l'urbanisme parisien qui est relativement hostile aux éléments naturels. Alors par ailleurs, quel est le positionnement d'Haute-Paris par rapport au Grand Paris? C'est une excellente question. Rapidement, mais c'est un vrai sujet citoyen, la géopolitique de l'eau en Île-de-France, ce sont 3 acteurs majeurs. Haute-Paris, entreprise publique municipale à l'intérieur du périphérique. Coût de l'eau au mètre cube, 1 €. Nous facturons aux Parisiens l'eau 1 €. De l'autre côté du périphérique, vous avez Veolia. C'est son plus gros contrat européen, quasiment la totalité de la banlieue parisienne. 4 millions d'usagers. Ce qu'on appelle le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Veolia, à travers ce plus gros contrat européen, donc un marché extrêmement important pour elle, facture sur ce territoire-là l'eau 1,50 €. Les conditions d'exploitation ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est vrai. Ville beaucoup moins dense, etc. Mais enfin, en première couronne, on ne peut pas dire que ce soit si différent. Bon, les conditions d'exploitation sont un peu différentes. Justifie-t-elle un écart de 50%? Et puis vous avez une assez grosse emprise lyonnaise,
dans l'ouest parisien, à cheval sur les Hauts-de-Seine et sur les Yvelines, ce qu'on appelle le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, la Nanterre, la Défense, Courbevoie, etc. Suresnes, bon. Et puis ça descend jusqu'à Versailles, Saint-Cloud, bon. Ça doit faire 800 000 personnes qui sont desservies par la Lyonnaise. Sur ce territoire-là, la Lyonnaise facture l'eau 1,70 €. Conditions d'exploitation sont très proches en fait des nôtres, là, parce qu'on est vraiment en première couronne, ville dense, machin. Notre positionnement à nous, en fait, aujourd'hui, est de dire, nous avons des installations qui vont très loin de l'autre côté du périphérique, les sources, les aqueducs, nos usines, on a une usine à Orly, une usine à Joinville, etc., etc. À partir du moment où des territoires seraient intéressés par un raccordement à nos installations, plutôt qu'à celle de la Lyonnaise, plutôt qu'à celle de Veolia, si c'est techniquement possible, et que derrière, ça se traduit par les usagers en question, pour les usagers en question, par une baisse significative du prix de l'eau, pourquoi se priver ? Nous alimentons, et il se trouve que nous inaugurons cela la semaine prochaine, nous alimentons, c'est une première en fait, une communauté d'agglomération en Essonne, la ville de Viry-Châtillon. Ville de Viry-Châtillon, on avait marre en fait de payer son eau 1,50 € à Veolia. Non, pardon, chez eux c'était Lyonnaise. 1,70 € à la Lyonnaise. Notre aqueduc traverse la commune. Ils se sont dit, et si on se piquait sur votre aqueduc ? On a fait quelques travaux, ça n'a pas coûté très cher. À partir de la semaine prochaine, ils s'alimenteront en fait avec de l'eau de Paris et les habitants de ce territoire feront donc une économie substantielle. Je pourrais même pousser un peu plus loin, il se trouve que c'est de l'eau souterraine, d'assez bonne qualité quand même, que nous desservons, et donc on peut considérer que même au plan qualitatif, les usagers en question vont y gagner. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, nous nous positionnons comme potentiellement un fournisseur d'eau pour une grosse partie de la métropole parisienne. Car les installations dont nous disposons ont été en fait créées à une époque où donc les besoins et les consommations étaient très, très supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. On a une capacité de production qui est au double de notre production effective. On distribue en moyenne 500 000 m3 par jour, on est capable de produire 1 million de m3 par jour. Et en plus de ça, on est capable de stocker 1 million de m3. Donc on a des marges qui sont considérables. On peut dire qu'on a un outil industriel qui est largement surdimensionné. Et on peut mettre cet outil industriel au service de territoires de banlieue qui, a priori, feraient des économies assez substantielles. Voilà. Donc notre positionnement est celui-ci. Et en disant cela, nous ne nous positionnons pas comme une entreprise privée qui cherche en réalité à étendre ses parts de marché, à conquérir un territoire sur lequel pour l'instant elle n'est pas implantée. Nous nous positionnons du point de vue de l'intérêt général. Est-il, pour les usagers de ces territoires, plus profitable d'être alimenté par Eau-de-Paris ou par Veolia ? On a même fait une étude, réellement, socio-économique, du sujet. Si on y va, c'est parce que précisément, nous considérons que nous contribuons à l'intérêt général en desservant ces territoires pour un prix du mètre cube significativement inférieur. Voilà. Donc évidemment, on est dans une guerre un peu rude, avec en particulier Veolia. Y a-t-il d'autres questions ? Je vois pas bien au fond, alors s'il y en a, il faut qu'on me dise. Pardon, j'ai pas entendu. On paye l'eau. J'allais pas. Oui, bonjour. On paye l'eau qu'on pompe, enfin, qui tire au robinet, ou l'eau qu'on va assainir, du coup, parce que le compteur il est avant, mais du coup, si, je sais pas, là, on parlait justement des réseaux, et du coup, le réseau des eaux de pluie qui est récupéré, et les égouts, c'est le même. Du coup, il y a un gros traitement à faire. Du coup, pourquoi on ferait pas, on traiterait pas, enfin, on dissocierait pas, pardon, les égouts et les eaux pluviales pour en faire autre chose. Du coup, parce que on paye, enfin, je sais pas, le mètre cube d'eau, on le paye avant le compteur, et après, bah, on sait pas quoi. En fait, donc là, je vous parlais effectivement du prix de l'eau potable. Ce qui est réellement facturé aux gens, c'est le coût complet, c'est le coût total qui intègre les coûts d'assainissement et les taxes. Donc en fait, Eau-de-Paris envoie des factures à tous ses abonnés tous les trimestres. Il y a le prix de l'eau potable et en fait on facture pour le compte du SIAP dont on vous a parlé, qui est l'opérateur d'assainissement en Ile-de-France, et on facture pour le compte de l'Agence de l'eau et de l'État un certain nombre de taxes. Donc nous en fait on a un chiffre d'affaires qui est 3 fois supérieur à notre chiffre d'affaires réel. Chaque année on encaisse environ 500 millions d'euros, mais en fait on ne garde pour nous-mêmes qu'un peu moins de 200 millions d'euros. Voilà. On facture pour de multi-opérateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une dernière question avant de conclure.
Bon. Je crois qu'on va pouvoir en rester là donc, pour cette première conférence du cycle Bellastock. Je vous donne déjà à tous, avant que vous partiez, rendez-vous pour la semaine prochaine, la seconde conférence qui aura pour thème l'eau, un risque, formé sous forme de questions, puisqu'il s'agira non pas d'aborder les risques liés à l'eau d'un point de vue dramatique, mais plutôt sur qu'est-ce que ça peut produire en termes de projets, de réflexion, de symbolique. On aura donc 3 intervenants, comme aujourd'hui, et de 3 domaines différents, donc à savoir un architecte, un urbaniste hydrologue et un géographe. Voilà. Donc je souhaite bien entendu remercier nos 3 intervenants pour cette conférence, tous les participants pour l'attention et l'école pour Sport Théâtre. Et si je peux me permettre aussi, réservez tout de suite votre date du vendredi 28 mars, où dans ce même amphi, on fera la présentation de tous les projets Bellastock pour l'année 2014. La soirée du buzz, vous avez ces flyers qui sont à la sortie maintenant. Et la semaine prochaine, nous aurons l'honneur aussi d'avoir Monsieur Rougerie parmi les intervenants, qui est le parrain du festival cette année. Donc même heure, même endroit la semaine prochaine. Merci à tous.